Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette conférence virtuelle sur les intersections du féminisme et de l'antiracisme. Je m'appelle Marisa Berry-Mendez, je suis responsable des campagnes ici chez Amnesty International et j'animerai la conférence. Je me joins à vous à partir de Tiohtià:ke ou Montréal où sont situés les bureaux d'Amnesty International Canada francophone. Je voudrais reconnaître que nos bureaux sont situés en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nombre d'entre nous sommes virtuellement réunis aujourd'hui. Tiohtià:ke est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. Et c'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Et je sais que nous comptons parmi nous ce soir des participants et participantes de partout au Québec et même au-delà. Donc, je vous invite maintenant à partager dans le chat de quel territoire vous vous joignez à nous. Alors, cette conférence virtuelle est la 5e d'une série mensuelle portant sur divers enjeux reliés au racisme systémique. Tout au long des prochains mois, nous allons continuer d'entendre des expertes et experts et des militantes et militants contre le racisme et apprendre comment le racisme systémique se manifeste dans notre société. Notre prochaine conférence, le 31 mars, portera sur le racisme systémique dans les médias. Et vous pouvez consulter la liste de conférences et vous inscrire pour celle du 31 mars sur notre page web. Ma collègue Anna va partager le lien dans le chat pour les intéressés. Alors, passons à l'ordre du jour pour ce soir, le déroulement de la soirée. Suite au mot de bienvenue, je vais faire le point sur quelques détails techniques. Par la suite, je vais vous présenter la thématique de notre conférence ainsi que nos 3 conférencières. Et ensuite, on poursuivra avec une discussion table ronde avec nos invités. Et enfin, il y aura le temps pour une période de questions à la fin. On va essayer de garder un bon 30 minutes pour un échange à questions-réponses. Donc, juste quelques détails techniques. Vous avez peut-être déjà soupçonné, votre micro est désactivé pour une meilleure audibilité des panélistes, mais vous pouvez converser en tout temps avec les animatrices et les participants et participantes via le chat. Si vous avez des questions que vous aimeriez poser aux conférencières, vous pouvez les mettre dans la boîte questions-réponses. Donc, les questions pour les conférencières, c'est vraiment dans la question-réponse et les autres interactions, ça peut être dans le chat. Et bien sûr, si vous tweetez en direct du webinaire, n'oubliez pas de nous identifier. Alors, ce soir, on parle de convergence entre féminisme et antiracisme. À 2 jours du 8 mars, on souligne les liens entre la lutte pour les droits des femmes et la lutte contre le racisme. L'expérience d'être une femme, tout comme l'expérience du sexisme, n'est pas vécue de manière universelle. Ces expériences sont façonnées par les divers marqueurs identitaires de chacune, les rapports de pouvoir et d'oppression qui en découlent, et notamment l'identité raciale ou ethnique. Par le passé et même au présent, le mouvement féministe occidental a été critiqué pour son exclusion des perspectives et réalités des femmes autochtones et racisées, tant dans la production des savoirs académiques que dans les sphères militantes. Ce soir, nos panélistes parleront de leur féminisme, des intersections fondamentales du féminisme avec l'antiracisme et de la lutte au racisme systémique au Québec. Donc, il me fait très plaisir de vous présenter nos 3 conférencières ce soir. Mélissa Molène-Dupuis est originaire d'Equanchit sur la Côte-Nord. Après un long parcours professionnel durant lequel elle a partagé la richesse de sa culture inue au public, elle donne souffle en 2012 avec Widia Larivière à la branche québécoise du mouvement Idle No More. En 2014, elle est nommée présidente du conseil d'administration du Wapikoni Mobile et en 2017, elle reçoit le prix ambassadeur de la conscience d'Amnesty International aux côtés de 5 autres personnalités du mouvement des peuples autochtones au Canada et d'Alicia Keys.
Depuis 2018, elle est responsable de la campagne Forêt menée par la Fondation David Suzuki. Merci d'être là avec nous ce soir, Melissa. Amel Zaza est auteure, conférencière et formatrice. Elle a d'abord travaillé pendant plus de 15 ans en communication et en stratégie politique auprès de plusieurs institutions culturelles, gouvernementales et communautaires. Passionnée par la justice sociale et particulièrement par les luttes féministes et antiracistes, elle a œuvré dans plusieurs milieux communautaires et de défense des droits au Québec, tels que la Ligue des droits et libertés, la Fédération des femmes du Québec, le collectif Hoodstock, la Fondation Parole de femmes, le Réseau québécois de l'action communautaire autonome, le regroupement d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, Relais Femmes et la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. En janvier 2019, elle a publié 11 brefs essais contre le racisme pour une lutte systémique, un ouvrage collectif qu'elle a co-dirigé avec le président de la Ligue des droits et libertés, Christian Nadeau. Cette publication a donné naissance à une tournée d'éducation populaire autour de l'antiracisme à travers le Québec. Ces multiples implications lui ont permis de développer un savoir théorique et expérientiel, ainsi qu'une analyse fine des défis que rencontrent plusieurs organisations québécoises en matière de justice raciale et de pratiques intersectionnelles. Depuis quelques années, elle se consacre à l'accompagnement et à la création d'outils de formation afin de soutenir les organismes et les institutions qui s'engagent dans des processus de changement. Merci également à toi d'être avec nous, Amel. Née à Montréal et d'origine haïtienne, Caroline Souffrant est travailleuse sociale, conférencière, étudiante au doctorat en service social à l'Université d'Ottawa et boursière Vanier. Elle se spécialise sur les mouvements sociaux contre la culture du viol née sur le web, l'analyse critique des discours médiatiques et les violences commises à l'endroit des femmes noires dans le Québec francophone. Caroline a œuvré à titre de bénévole intervenante et de travailleuse sociale auprès des populations présentant des difficultés psychosociales diverses, tant dans le milieu communautaire que dans le réseau de la santé et des services sociaux au cours des 16 dernières années. Son engagement a débuté à l'enfance. Elle est chroniqueuse pour la revue À bâbord et Ricochet Média. Elle rédige actuellement son premier livre-essai à paraître en 2021 avec les éditions de Remue-Ménage. Pour son engagement, Caroline a reçu de nombreux prix. Elle a récemment été sélectionnée comme boursière 2020 pour les personnes d'ascendance africaine par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme dans le cadre de la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine décrétée par l'ONU. Donc, merci énormément. J'ai très hâte à entamer cette discussion avec nos trois intervenantes d'une expérience incroyable ce soir. Et je pense que pour commencer la soirée, peut-être je peux juste vous donner l'occasion de vous présenter. J'ai quelques questions de préparer à vous poser, mais en premier, je voudrais commencer avec un tour de table pour que chacune de vous puisse se présenter et nous parler de vos perspectives sur justement les thématiques de la soirée, les convergences du féminisme et de l'antiracisme en lien avec votre expérience vécue, votre travail et votre militantisme. Donc, commençons avec toi, Melissa, si tu veux bien. Oui, merci. Merci de m'offrir la parole en premier. J'admirais beaucoup la liste de tous les territoires qui sont couverts par les personnes qui sont présentes à ce soir. C'est super agréable de voir qu'on est très variés. Et c'est une belle pratique, je trouve, qui s'est développée avec les médias sociaux parce que la reconnaissance de territoire, qu'on est tous ensemble, on a une tendance à connaître une nation, mais là, on peut découvrir plusieurs nations et garder en tête avec quelle nation on partage le territoire. Je trouve que ça l'a permis d'élargir ça pendant le COVID. C'est ça que je trouve fantastique. Oui, moi, je suis Mélissa. Merci pour la présentation de ma bio. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est un des facteurs que j'aime beaucoup dans cette bio-là, c'est Amnesty ambassadeur de conscience. Quand après ça, il donne un prix comme ça, tu ne peux pas dire non quand il t'invite à venir faire des panels.
Je le dis tout le temps oui avec beaucoup de joie parce que j'adore travailler à la Fondation David Suzuki, mais je trouve aussi qu'avec Amnesty, justement, ça couvre deux angles justement d'intersectionnalité qui sont très difficiles des fois à faire. Puis désolée, là, mon green screen est un petit peu en train de vouloir la planète veut m'absorber. Mais ça permet de parler de ces intersectionnalités-là que c'est très difficile des fois d'avoir parce que pendant longtemps, les droits humains et l'environnement, ce n'était pas supposé d'aller ensemble et de pair. Et moi, très convaincue en tant que Faminou, ben non, c'est supposé, il y a des problématiques avec les changements climatiques, avec la perte de biodiversité. Regardez les man camps. Fait que de plus en plus, aujourd'hui, c'est indéniable que ces intersectionnalités-là existent, qu'on doit y travailler. Les organismes, d'ailleurs, modifient beaucoup leurs pratiques à l'intérieur même de ça. Fait que je trouve ça fantastique que ces deux choses-là se connectent de plus en plus, mais pas juste au sein des organismes parce qu'ils le savaient déjà, mais vraiment au sein même des militants, des personnes sur le terrain. Et là, quand on parle d'intersectionnalité, puis dernièrement, je pense que la discussion sur le racisme systémique, sur les mouvements tels que Black Lives Matter, tout ça sont devenus des discussions quand le monde dit « Ah ouais, c'est donc bien nouveau », alors que ce n'est pas du tout nouveau. C'est des conversations qui existent depuis très longtemps. Mais de plus en plus, on normalise ces discours-là, ces conversations-là. Et on doit aussi reconnaître que c'est des terrains minés pour les femmes qui viennent en discuter. J'en parle souvent, mais c'est toujours aussi un peu à risque parce que, par exemple, quand je veux parler de justice réparatrice, ça ne passe pas très bien dans des milieux féministes qui veulent une autre forme de justice qui est beaucoup plus traditionnellement celle de coupable ou innocent. Donc, quand tu arrives avec des approches qui sont plus traditionnelles, qui ne répondent pas peut-être à des pendants culturels qui sont les leurs, puis qui sont des fois les plus dominants, ben tu te fais ramasser, tu te fais traiter des fois de colonisé et la conversation peut être difficile. Donc, souvent, ça va même nous sortir de ces conversations-là. Puis des conversations qui ont de plus en plus à voir avec les femmes sur les médias sociaux. Donc, c'est même plus une question de groupe culturel, mais de plateformes de discussion qui sont des fois un peu minées, même entre nous, entre personnes qui sont dans les mêmes luttes. Donc, c'est pour ça que je suis contente d'être là ce soir. C'est des conversations difficiles, mais c'est des conversations qu'on doit avoir. Puis souvent, avec, par exemple, les privilèges que m'ont offert le prix Amnesty, je trouve qu'il faut que je les mette au travail justement pour que d'autres filles ou femmes qui veulent venir de l'avant pour ces discussions-là puissent ne pas avoir à se confronter, à devoir, comme on dit, déblayer l'entrée pour pouvoir venir parler avec les autres femmes. Donc, c'est pour ça que je suis très contente qu'on ait ce genre de discussion-là, parce que souvent, le monde voit pourquoi on sait c'est quoi l'intersectionnalité? Pas toujours. Donc, je suis très contente ce soir d'être avec les sœurs de lutte parce qu'elles amènent des fois des choses qui, moi, je fais « Ah, ouais! Ah, wow! » Moi, ça déblaye mon propre esprit. Donc, je trouve que même encore, ça nous nourrit. On doit continuellement s'éduquer, même entre personnes qui, excusez-moi l'expression, sont déjà woke. je laisse une petite mine là. Et je vais passer la parole à ma prochaine collègue parce que je pense qu'on va avoir des questions, on va avoir des détails, comme on dit, des sous-groupes de questions même qui vont être difficiles à essayer d'emmêler avec nos conversations qui viennent de 3 directions différentes en plus, mais qui vont se compléter fantastiquement ce soir. Merci beaucoup, Mélissa. Peut-être on peut passer à Caroline. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me touche beaucoup parce que quand j'étais adolescente, j'ai été impliquée avec Amnesty International. Je fais beaucoup de bénévolat au secondaire, notamment avec toute la coordination pour l'abolition pour la peine de mort. On a organisé des manifs, on a fait des soirées conférences, des actions militantes dans les rues. Donc, c'est des choses que je me rappelle que je faisais quand j'étais plus jeune. Donc, c'est ça. Donc, comme elle a dit tantôt, ben, je suis née à Montréal, puis j'aime bien expliquer le contexte dans lequel un petit peu j'ai grandi. Parce que oui, j'ai beaucoup de privilèges aujourd'hui, mais j'ai grandi dans un contexte, on va dire, plus défavorisé. J'ai grandi la plupart de ma jeunesse avec une mère monoparentale et je suis née d'une famille de 5 enfants. Donc, ce contexte-là, il informe beaucoup la manière dont je vois le monde, la manière dont je veux m'impliquer, parce que je trouve ça important, quand on a accès à certains privilèges, de penser à ceux qui restent derrière soi et qui n'ont pas accès aux mêmes espaces que nous, aux mêmes plateformes que nous. C'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup parce que moi, je trouve que c'est important d'incarner la personne dont on a eu besoin quand on était plus jeune pour les autres. C'est quelque chose qui m'habite à tous les jours et que j'essaie vraiment d'incarner vraiment dans ce que je fais. Puis en passant, j'aime ça dire que je suis une experte en herbe parce que je peux me tromper.
On apprend jusqu'à la fin de nos jours. Donc, si vous voulez me remettre en question sur certaines choses que je dis, n'hésitez pas à le faire. La manière dont moi j'incarne vraiment mon féminisme, c'est vraiment un mélange de tout ce qui est savoir expérientiel, savoir académique, parce que je suis au doctorat. Je suis au doctorat aujourd'hui en travail social. Puis je m'intéresse beaucoup au mouvement comme MeToo, qui a été fondé par une femme noire, Tarana Burke, mais ce n'est pas beaucoup mentionné dans les médias ici au Québec, mais c'est une femme noire qui a fondé ce mouvement-là aux États-Unis. Et je suis moi-même une personne survivante. Donc, en juillet dernier, j'ai dévoilé dans la presse que j'avais été victime de violences sexuelles à l'adolescence par un coach sportif. Et c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à cette question-là depuis toujours. Mais même avant mes agressions que j'ai vécues, j'ai compris c'était quoi la culture du viol quand j'ai entendu une adolescente de ma classe qui a fait un dévoilement. Et je pense que je suis la seule enfant qui l'a cru parce que je me rappelle que je me suis posé la question pourquoi on ne croit pas à une personne qui dit avoir été victime d'un crime. C'est ça que je me suis posé au début du secondaire, donc à l'adolescence. Je ne connaissais pas le terme culture du viol, je ne connaissais pas les mouvements féministes, ce n'est pas quelque chose qui faisait partie de mon éducation vraiment à l'école ou à la maison. Mais je me rappelle que je me suis posé la question pourquoi on remet en doute la parole d'une personne qui dit avoir été victime d'un crime, puis je n'arrivais pas à trouver d'autres comparaisons avec d'autres crimes où le réflexe était aussi rapide. Parce que cette collègue-là de classe, la réaction qu'elle a eue, c'est dégueulasse de des pères étudiants. Je n'avais pas les mots pour lui dire que je la croyais, mais je l'ai cru. C'est comme ça que ma démarche envers le mouvement a commencé. Donc, ce n'est pas MeToo qui m'a fait réaliser des choses. Ça fait plus de 16 ans que je réfléchis de manière critique à la question des violences sexuelles. J'ai travaillé dans 2 CALAX à Montréal. J'ai été beaucoup impliquée en itinérance féminine. J'ai donné des repas dans des organismes communautaires à des femmes en situation d'itinérance. J'ai fait toutes sortes de... J'ai beaucoup promené des lignes d'écoute pour personnes seules qui étaient des aînés. J'ai fait du bénévolat à beaucoup de places. Et tout ça pour me rendre compte, en fait, que le système dans lequel on est, il y a beaucoup de choses à remettre en question. J'ai moi-même gravité dans ce système-là en tant que personne qui a eu des problèmes de santé mentale à cause des choses que j'ai vécues. Donc, j'ai une compréhension très critique de ce système-là, autant d'une manière théorique, pratique, expérientielle, puis je mélange un peu tout ça dans ce que je fais. Puis, ça amène à toute la question de l'expertise. Puis souvent, moi, ce qui me fatigue beaucoup, c'est le fait que je ne suis pas toujours vue comme une experte de ma situation, alors que j'en suis une. Mais peut-être parce que j'ai l'air jeune, parce qu'on remet en question cette expertise-là, alors que j'ai de l'expertise. Ça fait 2 décennies que je travaille là-dedans. Oui, j'étais jeune, mais j'ai commencé jeune là-dedans, puis j'ai compris des choses jeunes. Puis je me suis impliquée, j'étais sur le terrain, j'ai réfléchi, j'ai lu, j'ai posé des questions, j'ai vieilli, etc. Donc, pour moi, le savoir expérientiel, c'est une forme d'expertise, mais on valorise beaucoup le savoir académique, celui des livres, au lieu du savoir du vécu, de ce que tu as vécu dans ta chair, dans ta peau. Et ça, pour moi, c'est un problème, c'est quelque chose qui me fatigue beaucoup quand on remet en question mon expertise sur ce que je connais depuis toujours, en fait. Et ça, pour moi, c'est un enjeu en Occident, mais aussi dans le mouvement féministe. Qui est vu comme expert et pourquoi? Donc, je ne vais pas m'étendre trop longtemps, mais ça donne un petit peu un tour d'horizon des enjeux qui me préoccupent, que ce soit en milieu académique, dans les sphères militantes ou même dans les médias aussi. Donc, voilà pour moi. Merci beaucoup, Caroline. Puis, je voulais juste mentionner que c'est un espace ici, c'est un espace de partage et d'échange et d'apprentissage. On ne tolère évidemment pas des propos haineux, misogynes ou violentes. Et quand ce type de propos sont partagés, par exemple, dans le chat, les personnes vont être enlevées de la conférence. Donc, je voulais juste souligner ce point. Merci, Caroline, et je passe la parole à Amel. Merci, Marissa. Merci de le rappeler parce que je pense que c'est important. Moi, quand j'ai vu le commentaire, ce n'est pas de l'humour pour moi. Je suis une personne survivante de multiples violences. Cette semaine même, je faisais un témoignage de mon vécu de violence conjugale. Puis je ne trouve pas ça drôle que, encore une fois, dans des espaces où on veut créer des espaces sécuritaires pour partager nos savoirs, qu'on se fasse encore des violences de ce genre. Donc, je trouve ça inacceptable, surtout qu'on le fait à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Ça nous dit en fait tout le chemin qui n'est pas encore parcouru. J'ai l'impression qu'on évolue beaucoup plus vite que certaines personnes, puis notamment la gente masculine, puis ça m'interroge beaucoup en ce moment sur justement la portée du féminisme et son avenir. Je remercie vraiment les femmes extraordinaires qui ont organisé ce panel parce que nous sommes
toutes des femmes ici, puis la grande majorité des personnes qui participent sont aussi des femmes. Donc, je tiens à rendre hommage à ça, puis je remercie Amnesty de créer cet espace pour nous. Je pense qu'en tant que... Moi, je me décris comme une actrice politique. Ça fait un bon bout que je roule ma bosse dans différents milieux militants de la Tunisie, la France, le Québec. Avant tout propos, je veux quand même me situer en tant que femme racisée, féministe qui se dit militante antiraciste, féministe décoloniale, puis définir d'abord ma posture dans ce champ de lutte. Donc, je suis originaire de la Tunisie, donc un pays de l'Afrique qui a connu les violences coloniales. Nous avons mis dehors donc le colon en 1956. Nous avons décolonisé nos territoires et depuis, en fait, on fait tout le travail de décolonisation de nos esprits et de nos corps parce que, comme vous le savez, la colonisation est bien plus complexe que simplement le territoire. Je pense que Mélissa pourra développer là-dessus en long et en large. Puis je fais partie aussi de cette génération qui a participé activement à la révolution en Tunisie en janvier 2011, donc qui a donné la première impulsion à ce qu'on a appelé plus tard le printemps arabe. Je suis arrivée en fin 2013 à Jojage, donc depuis je suis installée ici. Puis à l'époque, quand je suis arrivée, c'était en plein débat sur la charte des valeurs. Donc, vous vous souvenez, ça a été un épisode assez traumatique, douloureux pour le Québec qui continue depuis, en fait. Et je voulais inscrire, en fait, mon propos aujourd'hui sur une forme particulière de racisme, donc tout ce qui est islamophobie en tant que femme racisée, de confession musulmane. Je veux parler particulièrement de cette réalité parce que c'est comme disait Caroline, c'est aussi nos savoirs expérientiels qu'il faut aussi qu'on mette en évidence, c'est important. Moi, je n'ai pas de diplôme en sociologie ou souvent on me donne des titres quand je participe à des panels, puis je trouve ça souvent très, très amusant. Même à une entrevue, une personne me présenter comme doctorante en sociologie. En fait, j'ai un diplôme HEC, j'ai un 3e cycle en management culturel, puis c'est sur le tas, en fait, que j'ai appris. C'est mon expérience en tant que femme, c'est mon expérience que j'ai vécue dans ma chair qui m'a permis d'aller trouver les mots pour narrer ma réalité. Et en racontant ma réalité, j'ai réalisé qu'elle était loin d'être anecdotique, que ma réalité se croisait avec la réalité de plein d'autres femmes et qu'en fait, ce qu'on vivait était systémique, était structurel, était quelque chose qui était plus grand que moi et elle. Et donc, c'est là que j'ai commencé à vraiment m'impliquer dans cette lutte-là. Je me souviens, je raconte souvent cette anecdote, ma première année ici, je cherchais activement un emploi, je n'arrêtais pas d'envoyer des lettres et des CV et tout ça, puis je n'étais jamais contactée. Pourtant, je suis arrivée avec un 3e cycle, 15 ans d'expérience professionnelle, etc. Puis j'arrive au Promis. Promis, pour ceux qui ne le savent pas, c'est comme un espèce de centre qui soutient en fait les nouveaux arrivants. Et le travailleur social qui était là, qui m'accompagnait pour mon CV et tout ça, un monsieur chilien qui était là depuis 25 ans, m'a regardé, il m'a dit, mais regarde Amel, le problème, c'est pas ton CV. Ton CV, il peut faire 5 pages là. À partir du moment où tu t'appelles Amel, il n'y a personne qui va t'appeler. Change ton nom et reviens me voir dans une semaine. Puis, sur le coup, ça m'a vraiment heurtée. Là. Je me suis sentie comme rejetée. Et ça veut dire quoi que les gens ne m'appellent pas à cause de mon nom? Mais j'ai suivi son conseil, juste pour faire l'expérience, puis pour vérifier si ce qu'il disait était vrai. Et effectivement, à partir du moment où j'ai changé mon nom, on a commencé à m'appeler. Après, c'était une autre paire de manches. J'arrivais à l'entrevue, puis il voyait très bien que je n'étais pas ni française, ni québécoise. Fait que c'était un autre des comportements très bizarres. Des fois, les gens me demandaient si j'avais le droit de serrer la main des hommes ou en tout cas, toutes sortes de commentaires, ce qu'on appelle dans notre jargon militant les micro-agressions. Mais en fait, c'était des grosses agressions pour moi parce qu'au final, je n'étais jamais embauchée à cause de ça. Mais tout ça pour dire que c'est mon expérience personnelle qui m'a amenée à m'engager dans la lutte antiraciste d'abord. En fait, c'est là que j'ai compris que mon identité était politique, que ma présence était politique, que je n'avais pas le luxe de choisir de militer ou pas, que
la militance était presque une obligation. Et puis, beaucoup de militants et de militantes racisés vous le diront, on ne choisit pas cette voie par plaisir, là. On n'a pas envie d'être dans cette arène-là. On est souvent poussé dedans parce que c'est où tu milites pour tes droits ou tu crèves. C'est en gros ça. Fait qu'en tant que femme racisée, moi, je me sens comme cette obligation de me réapproprier mon pouvoir, parce que si on n'est pas en résonance avec ce qu'on vit, on est complètement dans l'aliénation. Puis moi, je ne voulais pas être dans l'aliénation. Donc, c'est ce qui m'a poussée dans cette militance-là. Je me souviens que, tu sais, par la suite, je voyais aller les débats, puis je voyais le glissement, puis comment on allait tranquillement vers la loi 21. Mais j'ai lu aussi l'histoire, puis j'ai lu l'histoire du Code d'Hérouville, puis tout ça m'a rappelé, en fait, des souvenirs traumatiques. Je ne sais pas si vous connaissez cette image-là, mais à l'époque de la colonisation de la Tunisie, de l'Algérie, de plusieurs pays de l'Afrique musulmane, il y avait ces affiches où on dévoilait les femmes, on leur demandait « Dévoilez-vous, n'êtes-vous pas belles ?» Et donc, ça m'a renvoyé, en fait, ce qui se passait au Québec m'a renvoyé à ces images un peu traumatiques où, à l'époque, les colons dans nos territoires justifiaient la colonisation par la libération de la femme. Il y avait tout un discours féministe, civilisationnel. Les féministes blanches ont beaucoup contribué à ces entreprises coloniales aussi, parce qu'elles venaient, elles s'installaient, il y avait des colonies de peuplement dans ces pays-là, puis elles-mêmes, elles racontaient en fait cette histoire de comment elles rentraient dans l'intimité des femmes et comment elles les convainquaient de se dévoiler, parce que pour justifier cette mainmise sur les territoires, fallait un projet civilisationnel. Et le projet civilisationnel passait par ce féminisme-là, blanc, civilisationnel. Et donc, c'est pour ça que ce discours, en ce moment, il résonne chez nous de cette manière, même s'il n'y a pas d'histoire coloniale entre le Québec, la Tunisie, l'Algérie, etc. Quand on arrive, nous, les filles de ces territoires-là, des pays du Sud, et qu'on entend encore ce discours-là, on se sent un peu dans une ère postcoloniale, dans cette relation-là où le Québec, encore une fois, majoritaire, blanc, etc. Puis quand je parle de blanchité, je ne parle pas juste de couleur de peau, je parle d'une manière de concevoir en fait le monde et de le voir. Il y a des personnes blanches qui sont des bonnes alliées, mais moi, je parle du concept sociologique, en fait. Je parle de cette façon de voir le monde d'une manière homogène, le monde civilisé versus le monde barbare et sauvage, le nord versus le sud, etc. Donc, c'est dans ce sens-là que je l'emploie. Donc, là-dessus, je veux vraiment vous référer à un excellent livre, d'ailleurs, pour celles et ceux qui s'intéressent à ça. Ça s'intitule « Les féministes blanches et l'Empire » et ça parle vraiment très, très bien de tout ce que je vous raconte en ce moment. En fait, toute cette dynamique de féministes blanches qui ont beaucoup, beaucoup contribué aux entreprises coloniales. Et donc, moi, c'est pour toutes ces raisons que mon féminisme, pour moi, en fait, j'ai eu vraiment beaucoup de misère à emprunter le terme féministe. Je me suis d'abord décrite comme une militante antiraciste, décoloniale, et avec le temps, je me suis réconciliée avec le terme en rencontrant d'autres féministes décoloniales, en rencontrant Mélissa, en rencontrant Caroline, en rencontrant des afroféministes, des féministes autochtones qui s'appropriaient ce terme, en lisant des afroféministes américaines qui ont écrit sur le féminisme intersectionnel. Moi, je l'ai découvert en arrivant ici parce que mon background est plus francophone. Et c'est en étant en contact avec cette littérature-là féministe et riche que je me suis reconnue et réconciliée avec le féminisme. Et en fait, ça fait quelques années que je me décris comme féministe, intersectionnelle et décoloniale. Et c'est ça mon positionnement. Je pense que pendant très, très longtemps, les féministes mainstream nous ont reproché de diviser le mouvement féministe. En réalité, ce n'est pas du tout ça. C'est que jusque-là, elles étaient toutes seules à occuper cette sphère. Mais le féminisme intersectionnel, le féminisme décolonial, tous les féminismes non occidentaux nous ont permis de nous rallier à ce mouvement politique et à nous approprier, en fait, cette voie-là. Et souvent, je dis, c'est comme si on essaye toujours, dans cette obsession de convergence féministe, on essaye toujours de
de rassembler les femmes par le plus petit dénominateur commun, alors qu'on pourrait rassembler l'ensemble des luttes grâce au féminisme intersectionnel. Quand tu es féministe intersectionnel, tu es féministe, tu es antiraciste, tu es anticapitaliste, tu es dans la lutte pour l'environnement, tu es tout ça à la fois, en fait. Tu n'as pas le droit d'avoir d'angle mort. Tu mènes toutes ces luttes en même temps, en parallèle, en portant ce féminisme-là. Donc, je vais m'arrêter là pour l'instant. Ben, c'est super. Merci beaucoup à vous trois pour les premières paroles, les présentations. Je pense que les autres questions que j'ai pour vous vont toucher des enjeux que vous avez déjà soulevés, mais on va en creuser un peu, y creuser un peu davantage. Donc, en fait, j'ai plein de choses que je veux aborder. Je me dis, parlons un peu du féminisme, du mouvement féministe ici au Québec, l'état des choses par rapport au mouvement pour les droits des femmes au Québec. Et je comprends ce que vous êtes en train de dire. Dans un féminisme intersectionnel ou décolonial, il ne s'agit pas uniquement d'une lutte pour les droits des femmes. Toutes les luttes sont interliées. Je me demandais si vous pouvez nous parler de vos perspectives dans le cadre de votre travail, etc., de cette intersectionnalité, parce que aussi, les mots ont un poids, puis de plus en plus, comme tu avais dit, Amel, dans le jargon militant ou les autres mots et termes qu'on commence à utiliser de plus en plus, on trouve souvent les termes intersectionnalité, décolonisation. Si vous pouvez en fait nous expliquer votre vision de ces intersections-là et de cet enjeu de décoloniser le mouvement féministe. Et si vous pouvez parler un peu des problématiques ou des réussites, des bonnes pratiques, des espoirs pour l'avenir que vous y voyez. Allez-y. Oui, vas-y. Moi, il y a une chose que j'ai réalisée au fil que j'étudiais et que j'ai monté dans les échelons au niveau académique, c'est qu'il y a beaucoup d'innovations qu'on a dans notre société au niveau théorique qui viennent des femmes noires, qui viennent des femmes racisées, qui viennent des femmes marginalisées. L'intersectionnalité, c'est une théorie qui vient du militantisme des femmes noires, mais des femmes racisées aussi. Puis ces femmes-là n'utilisaient pas forcément ce terme-là. Le mouvement Black Lives Matter aussi, c'est un mouvement qui a été fondé par des femmes queer noires. MeToo aussi, c'est une femme noire. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui viennent de femmes racisées, de femmes noires. Et après, quand ça devient mainstream, ça devient comme une caricature peut-être parce que c'est trop puissant comme analyse, c'est trop fort. Et ça devient comme une caricature pour enlever, en fait, pour comme décrédibiliser, en fait, la force de ce cadre d'analyse, de cette manière-là de voir le monde. Pour moi, tous les débats en ce moment qu'on a à propos du terme woke ou du terme intersectionnalité, c'est à cause que cette théorie-là, c'est blanchisé. Comme Sirma Bilge a expliqué dans son article, le blanchiment de l'intersectionnalité. Comme la théorie s'est blanchisée, ben, elle est dénaturée de son sens premier. Les gens en parlent, mais dans le fond, personne qui est vraiment plus, pas personne, mais les personnes qui en parlent et qui n'ont pas vécu la genèse de cette théorie-là un peu sur leur corps ou dans leur chair, ben, ils en parlent, mais de manière un peu désincarnée. Ça dessert, en fait, ce que ça voulait dire à la base. Ça, c'est quelque chose qui revient. C'est comme un pattern. Il y a des femmes racisées qui ont une idée de génie, qui est récupérée, puis après, ça devient comme une caricature. Puis après, c'est comme on le voit partout. Le terme intersectionnalité, on le voit partout. On le voit dans les programmes de politique publique. Je le vois dans les trucs gouvernementaux, des trucs à la ville de Montréal. Ce terme-là est rendu partout. Mais qu'est-ce que ça voulait dire vraiment? Puis est-ce qu'on reconnaît d'où ça vient? Puis comment ça fait? C'est quoi la genèse de ce terme-là? Et c'est quelque chose qui venait vraiment du militantisme des personnes sur le terrain, Puis souvent, moi, j'évolue beaucoup en milieu académique parce que maintenant, je fais mon doctorat. Puis moi, c'est un malaise que j'ai ressenti de voir autant de... C'est pas quelque chose de personnel. Je ne dis pas que ces personnes-là sont des mauvaises personnes, mais de voir autant de femmes blanches étudier l'intersectionnalité sans voir qu'elles ont des liens avec des groupes communautaires, des communautés noires, alors qu'il y en a beaucoup à Montréal. Moi, ça m'a provoqué un profond malaise et je pense qu'il va falloir se questionner par rapport à ça. On n'accepterait pas que des hommes étudient le féminisme sans avoir des liens avec des groupes féministes. Mais pourtant, pour ces tolérés pour l'intersectionnalité au Québec, ça, pour moi, c'est un enjeu, puis c'est un problème qu'on doit devoir se pencher et réfléchir. Le fait aussi, une chose que j'ai beaucoup vécue en milieu académique, c'est que, bon, il n'y a pas beaucoup de femmes noires francophones au Québec en milieu académique.
celles qu'il y a eu, il y en a beaucoup qui ont quitté le Québec, soit vers le Canada anglais ou vers les États-Unis. C'est comme un exode des cerveaux parce qu'il y a une difficulté à parler de ces sujets-là au Québec. Moi, j'espère pouvoir rester au Québec, mais sincèrement, je ne sais pas si je vais pouvoir rester. C'est une question que je me pose parce que il y a comme une violence symbolique qui est très, très forte au Québec par rapport au racisme anti-noir. Puis je le vis de plus en plus, de plus en plus conscience comment il y a une difficulté à reconnaître que ça existe ici aussi. Je pense pas que le Québec est pire qu'ailleurs, mais il y a une distinction, selon moi, dans le fait qu'il est très difficile à nommer et à reconnaître. Bon, la société est en train de changer, il y a eu beaucoup de prise de conscience, selon moi, puis je trouve qu'on avance dans la bonne direction. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de violence un peu pas direct tout le temps, mais comme un peu implicite. C'est le fait qu'on ne se voit pas nulle part, on ne se voit pas dans les plans de cours, on ne se voit pas dans les livres d'histoire, on ne se voit pas à la télévision. C'est quelque chose qui... Ça veut dire qu'on ne veut pas qu'on existe, mais on veut nos idées, mais on ne veut pas de nous. C'est un peu ça que j'en comprends. Et ça, pour moi, c'est un enjeu, cette espèce d'appropriation-là, volontaire ou involontaire, ou consciente ou inconsciente. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué. Il y a beaucoup d'innovations qui viennent des communautés noires, qui deviennent mainstream, puis après, on efface que ça vient des communautés noires. Donc, c'est vraiment un pattern. Donc, voilà. C'est un peu comment je pourrais répondre à cette question-là. Merci pour ça, Caroline. Mélissa, est-ce que tu veux... écoute, moi, je peux répondre aussi par rapport à mon travail que j'ai présentement. Puis je pense que c'est tout ce qui est de mon travail de droits humains, de lutte féministe autochtone. Oui, parce que je dis tout le temps, pour moi, le mot féministe, c'est un outil. C'est l'appel, c'est le marteau, c'est ce qui m'aide à déblayer les problématiques présentement. Mais ce n'est pas une identité pour moi. J'ai d'autres identités, mais pour l'instant, j'ai besoin de l'outil du féminisme. Puis des fois, l'appel est rouillé ou la scie croche. C'est ça, des fois, qu'on va trouver, on va déblayer les problématiques du féminisme à l'intérieur même. C'est très difficile quand on se sent déjà dans une lutte qui nous isole, d'avoir en plus des luttes à l'interne. Souvent, il y a des gens qui vont réagir par rapport aux critiques même des luttes parce qu'ils vont trouver qu'on ne se tourne pas assez vers l'ennemi commun. Mais le problème, c'est que souvent, j'ai vu le mot en plus dans les commentaires, ça fait souvent des féministes autochtones, des féministes noirs, des féministes arabes, des tokens. On vient remplir les nombres, on vient grossir les marches, mais souvent, on va dire, c'est un peu l'idée comme quand on nous vendait la séparation du Québec dans les années 90. Oui, on va séparer le Québec, puis après ça, on va parler des enjeux autochtones. T'es comme, j'ai comme l'impression que ça ne marchera pas de même rendu là. Mais le truc, c'est que maintenant, je pense qu'avec l'expérience qu'on a depuis des décennies, on s'est rendu compte, là, il faut qu'on prenne le temps de parler de ces enjeux-là parce qu'on va créer une balle de laine pleine de nœuds qui va être rendue indénouable. Donc, il faut des fois même prendre la peine de construire quelque chose de solide dès le début pour pas que ce mouvement-là s'effondre de toute façon. Puis comme tu l'as dit, des fois, ça devient un peu ridicule, ça devient un peu tellement gros comme mouvement que c'est comme c'est comme le terme autochtone. C'est le terme autochtone, le terme noir. C'est des termes paniers parce qu'à l'intérieur, il y a tellement de nations, il y a tellement de différentes identités afrodescendantes qu'on dirait que c'est plus facile de nous présenter ces paniers-là plutôt que de prendre le temps d'écouter l'histoire, de créer la relation pour ensuite dire « OK, il ne faut pas que j'oublie cet enjeu-là. » Puis c'est facile de se connecter. Mais on dirait qu'on veut on veut le message simple, unificateur, on veut le « I have a dream », mais ça ne peut pas marcher de même. On l'a fait, il y a eu des marches, on a marché 1,5 million à Montréal. Je dis, maintenant qu'on a fait des grosses marches, pourquoi on ne se tournerait pas vers les petites mouvances environnementales, vers des choses plus localisées, plus communautaires, plus basées sur du solide? Parce que là, on les a faites, les marches. Ils vont toujours avoir des plus grosses marches, on va toujours être plus nombreux, mais ça ne change pas qu'il y a encore des enjeux qui ne sont pas discutés. Et dans les luttes environnementales, par exemple, certains des enjeux d'intersectionnalité que j'essaie d'amener, c'est des fois les langages. Présentement, le groupe dominant bénéficie du fait qu'on utilise le français et l'anglais. Donc, les concepts européens, eurocentrés, pour parler des choses. Puis là, je donne l'image en arrière, je parlais de ma petite terre. Là, elle est à l'envers, l'image, je suis désolée pour tout le monde, là, mais vous la flippez, puis c'est le Québec d'un bord, puis vous allez voir la grande tortue.
Et quand on parle de l'île de la Grande Tortue au Canada ou en Amérique du Nord, on parle de l'Amérique du Nord. Et vous voyez comment elle est dessinée dans nos esprits, comment elle n'est pas découpée avec des limites eurocentrées destinées à rentrer dans la géographie colonialiste, capitaliste. C'est un être vivant, c'est un être féminin qui donne la vie. Donc, quand même on va parler, par exemple, de certains termes comme « mon territoire », on part tellement de concepts différents, mais on prend pour acquis que ça va toujours partir du concept eurocentré parce que ça a été pendant si longtemps le concept dominant. Mais moi, quand je parle de mon territoire, maintenant, je dis, moi, je parle de mon territoire, je parle, comme je disais, mon frère ou ma mère. Je parle de la relation au territoire. Je parle d'une chose plus complexe qu'uniquement posséder, mettre 4 poteaux puis un titre de propriété. Et là, c'est difficile parce que là, on peut dire qu'on est sur les territoires parce que nos lois ont été basées sur les territoires comme on les a concédés. Puis, même qu'on amène ces enjeux-là, c'est comme si on amenait tellement ça loin plus tard que tout défaire ce qui a été bâti, ce qui a été créé autour de ces concepts-là, ça devient impossible et on va accepter ça. Puis ça, c'est le colonialisme. C'est de dire, on est rendu que même dans les concepts, on n'est plus capable de vouloir défaire parce qu'on a tellement bâti nos institutions autour de ça qu'on ne veut pas se donner le trouble de refaire notre esprit, de le retricoter. Et dans le féminisme, c'est ça qu'il faut faire aussi avec l'intersectionnalité, c'est de rebâtir ces concepts-là, de tricoter justement quelque chose qui a de la place pour les autres et pas uniquement tricoter puis dire « Ah, oh, regarde, j'ai un trou là, mais j'ai pas envie de défaire toutes ces mailles-là pour me rendre là. » Ben, il faut qu'on le défasse. Parce que de toute façon, après ça, ton gilet va se défaire tout seul quand tu vas l'avoir tricoté. Donc, c'est difficile des fois, même dans ces bases-là linguistiques, de partir de concepts qui sont issus de notre historique, de notre passé. Et je pense que, tu sais, je veux dire, c'est sûr que je suis comme tout le temps en train de dire, mais comment est-ce qu'on peut encore accepter que les gens, tu sais, c'est normalisé là, de dire, retourne chez toi si t'es pas content, tu sais, écoute, j'ai entendu des affaires, tu sais, si t'es pas content, il faut retourner en Afrique, des affaires. Je suis, ta gueule, man! Ouais, moi aussi, je vais dire ça sur Twitter. Des jeunes qui disent que je ferais rien si j'étais en Haïti. Non, en tout cas, vous comprenez que ça fait 42 ans que j'entends ça, puis une des seules choses, c'est comme on dirait que j'ai comme un joker, parce que dans tout ce concept de souche, de pure laine, de tout ça, moi j'arrive avec mon joker, 1491, et ça défait toutes ces conceptions-là. Et c'est là où je me suis rendu compte aussi que même dans nos propres luttes en tant qu'Autochtones, en tant que personnes qui sont racisées, en tant qu'immigrants, que ce soit première génération ou seconde génération, je veux dire, même citoyens, on devrait dire des citoyens, mais on dit encore immigrants de deuxième, troisième génération, comme quoi tu ne seras jamais un citoyen. Fait que je disais souvent, on a longtemps utilisé l'analogie de la maison pour dire comment on s'est senti. Comme on habitait dans une maison, puis il y a des gens qui sont arrivés, on les a invités à venir vivre avec nous autres. Puis là, tranquillement, on s'est fait repousser, puis finalement, on habite maintenant dans les toilettes, puis les autres, ils ont pris tout le reste de la maison. Et j'ai dit, tu sais, tu continues dans cette mentalité-là, puis tu regardes tous les nouveaux citoyens qui arrivent, puis les autres sont poignés dans la porte d'entrée, tu sais, où est-ce qu'on met les chaussures puis les manteaux, là, puis ils ne peuvent pas rentrer dans les autres pièces. Fait que j'ai dit, tu sais, des fois, il faut qu'on fasse « Hey! » Puis là, « Hey! » Puis qu'on commence à se parler même entre personnes qui ont ces discussions-là, mais comprendre qu'on vient de différents aspects, de différents historiques. Et ça, ce qui est difficile aussi, c'est que là, on est dans une mobilisation pour transformer notre mode de vie, notre manière de voir ça. Tu sais, justement, moi, quand je dis aux gens, moi, je considère qu'il n'y a pas un être humain qui n'a pas le droit d'exister et d'avoir le droit d'essayer de vivre là où ses pieds se trouvent. Peu importe le concept eurocentré qui a été crissé là. Excusez-moi, je chaque beaucoup à soir. Je pense que je n'ai pas les enfants, fait que je me lâche lousse. Puis d'arrêter de nous faire croire Excuse pas, ta colère est légitime. Tu peux l'exprimer comme tu veux. Je me dis, comment est-ce qu'on peut encore déshumaniser au point de genre, de mettre cette étiquette-là, c'est assez pour dire qu'on peut faire, comme on a mis une limite entre le Canada et les États-Unis et le Mexique, puis qu'on a dit, ça, c'est des vrais lits. On a créé ces concepts-là tellement puissants dans nos têtes, mais ces concepts-là n'ont rien de naturel, n'ont rien d'humain. C'est des créations pour justement diviser les gens. Fait c'est sûr que d'avoir ces discussions-là sont extrêmement importantes parce qu'on doit pouvoir, je ne peux pas faire la lutte Black Lives Matter, je ne peux pas faire la lutte pour tout le monde, mais par exemple, je peux être là quand je vois une injustice parce que je vais être au courant, parce que je vais avoir été alertée par mes
mes sœurs, tu sais. Mais cependant, il ne faut pas non plus négliger qu'à l'intérieur même de nos luttes, nous-mêmes, on est dans des processus de guérison. Nous-mêmes, on est en train d'avancer dans des discussions à l'interne même de nos propres luttes, comme le féminisme à l'intérieur même de ses propres luttes. C'est de dire qu'il faut continuer à avoir ces discussions-là. C'est pas que le mouvement ne peut pas être parfait. C'est comme pas une inception de perfection à un moment donné dans un mouvement, parce que même là, on avance constamment. Puis ça, je prends par exemple des histoires comme celle de ma mère qui était au pensionnat. Puis moi, qui n'ai pas été au pensionnat, mais qui était de la seconde génération, puis j'étais allée à l'école de jour, moi, ce qu'on appelle l'école de jour. Puis mes enfants qui ne connaîtront jamais ça, j'ai dit, ce qui est drôle, c'est quand je me suis mis à chialer contre les chips Yum Yum, parce qu'ils avaient remis la tête d'Indien sur les sacs de chips Yum Yum pour célébrer, ils l'avaient enlevé pendant la crise d'Oka. Ma mère m'a dit, mais ça, laisse donc l'Indien des chips Yum Yum tranquille. Moi, je l'aime, l'Indien des chips. Puis là, j'étais comme, Colin, je suis obligée de me faire entendre par ma propre mère. Puis je me suis aussi mis dans ma tête, si ta mère est allée au pensionnat, elle s'est fait traiter de sauvagesse. Elle n'a pas pu marier ton père parce qu'il était québécois, sinon elle serait devenue une blanche aux yeux de la loi. Tu sais, ce qu'elle a lutté était d'une autre amplitude. Puis grâce à elle, tu as une marche d'escalier sur laquelle toi, tu peux t'appuyer pour aller lutter contre les chips Yum Yum. Puis un jour, tu sais, mes enfants vont voir des luttes où j'en verrai jamais présentement, tu sais, parce que j'ai été habituée à une forme de traumatisme ou une forme de violence ou une forme d'agression. Et que maintenant, quand j'arrive dans la version light, c'est pas grave, ça ne me dérange pas. C'est aussi grave que, comme toi, tu disais, Caroline, pourquoi est-ce qu'il ne la croit pas quand elle témoigne? Puis moi, je disais, c'est fou. Moi, quand j'en parlais avec mon mari, je dis, moi, ce que je n'arrivais pas à croire, c'est que toutes les personnes n'avaient pas déjà été victimes d'une agression sexuelle. T'sais, pour moi, c'était, ouais, dis-moi, je le sais, de toute façon, je ne pouvais même pas conceptualiser que ce n'était pas une normalité parce qu'il y avait tellement eu de traumatisme sexuel dans les communautés, tellement de traumatisme sexuel autour des filles avec qui j'étais, que je côtoyais. Je veux dire, on a tellement de témoignages parce que des fois, les gens dans des cercles de partage disaient « Levez la main si vous avez été victime d'une agression sexuelle », puis les filles et les gars lèvent la main. Pour moi, je suis comme, pourquoi on est encore à essayer de... Pourquoi est-ce qu'on ne la croit pas? Moi, je ne peux même pas croire qu'on... J'arrive même pas à croire quand quelqu'un me dit qu'il n'a pas été victime. On part de différents concepts, différentes étapes, différents traumatismes, différentes normalisations des violences aussi. Puis même le racisme internalisé est encore très puissant dans nos communautés. Peu importe d'où on vient, je veux dire, ça nous a été inculqué, là. Je veux dire, c'est pas nouveau. Je veux juste donner une idée comment, des fois, je trouve qu'il y a des gens qui sont déconnectés de nos luttes, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont dans le tort, c'est juste qu'ils n'ont jamais été confrontés à ça. Puis c'est quand ils ont écouté l'entrevue de Meghan Markle puis du prince Harry avec Oprah. Puis là, j'étais comme, vous êtes vraiment étonné qu'il y ait du racisme au sein du palais de Buckingham. Je suis comme, Chris, ils ont inventé le concept du colonialisme. Puis, tu sais, c'était... Puis là, en plus, j'arrivais sur un autre niveau où est-ce que tu dis, mais en plus, c'est des problèmes de riches. Je dis, tu sais, c'est pour ça peut-être que ça l'a touché tellement les gens. Ils se sont dit, même quand tu arrives là, puis que tu as des millionnaires, puis des billionnaires qui font une entrevue dans un beau setup de riches, dans une émission qui va être écoutée par tout le monde, c'est sûr. Tu sais, c'est là que ça vient toucher les gens, alors que ça, je veux dire, Oprah qui se fait suivre dans un magasin de luxe parce qu'elle magasine des sacoches, comme crime tous les jours, il y a des TikTok où est-ce que les jeunes se font suivre dans les magasins juste parce qu'ils sont là. C'est de dire aussi, même à l'intérieur de nos propres communautés, il y a aussi des degrés qui existent. Puis, en tout cas, excusez-moi, vous voyez comment c'est un réseau, c'est pour ça qu'il faut démêler à l'intérieur. Il faut prendre le temps de bien faire les choses. Et juste pour finir, ça rajoute même au niveau des hommes, parce que souvent, on se fait des fois critiquer, nous, les femmes autochtones, parce que nos luttes féministes incluent les hommes. Puis, alors que dans beaucoup de luttes féministes plus blanches ou eurocentrées, l'homme est souvent exclu. Ou, j'ai vu dans les marches parce que les hommes devaient marcher à l'extérieur pour laisser la place aux femmes. Tandis que nous autres, on met les hommes avec nous autres, nos fils avec nous autres, parce que c'est... Comment tu peux construire une table qui se tient si tu as une patte qui n'est pas là? Aussitôt que tu enlèves un individu, un groupe, c'est comme l'exemple du cancel culture, j'ai beaucoup de difficultés avec ça parce que
J'ai dit, tu vas tellement canceller de gens qu'à un moment donné, la culture du cancel va se retrouver toute seule, puis l'autre culture va avoir juste déménagé à droite. C'est pour ça que des fois, dans les concepts de justice réparatrice, on se frappe à ça. Je dis, ben, comment tu répares maintenant? Comment, justement, la personne que tu as cancellée va exister quand même? Comment est-ce que tu lui permets de se rattraper, d'enlever les traumatismes internes? Comme les personnes qui m'ont agressé quand j'étais jeune, comment elles sont venues des pensionnats. Fait que moi, je suis venue avec cette idée-là que comment est-ce qu'ils peuvent se guérir? Comment est-ce qu'eux-mêmes ont transmis quelque chose qui leur a été transmis à eux? Fait que c'est difficile parce qu'elle nous demande non seulement de se guérir soi-même, mais de guérir les autres en même temps. Fait que des fois, c'est ça dans la mouvance féministe que je trouve qu'il y a une belle générosité, mais qui est très difficile aussi parce que des fois, on n'est plus capable de porter tout le monde en même temps qu'on se porte soi-même. C'est pour ça que l'intersectionnalité, ça peut être quelque chose qui nous aide à trouver des solutions puis à se les partager. Puis, puisqu'on va développer une culture, plutôt que d'être imposer une culture, on va pouvoir partager les solutions qui viennent des cultures qui sont très différentes, mais qui ont eu des vécus et qui ont eu des réussites. En tout cas, vous comprenez maintenant pourquoi je trouve que l'intersectionnalité, c'est extrêmement important, et pas juste pour les luttes des personnes racisées autochtones, mais aussi pour les luttes des personnes qui sont européennes, eurocentrées, qui sont blanches aussi. C'est compliqué, excusez-moi. Merci. Les témoignages sont super puissants. Puis je vois que dans le chat, il y a beaucoup d'encouragement puis beaucoup de commentaires à un échange dynamique. Amel, est-ce que tu veux apporter Il y a tellement de choses qu'elle a soulevées, Mélissa, que je ne sais plus sur quoi rebondir. J'ai envie de rebondir sur tout. Mais je vais commencer par répondre à ta question d'abord, puis ensuite je vais... en fait, moi, ce qui me fatigue, je vais revenir sur la question de l'obsession sur la convergence des luttes. Ça, c'est un concept très féministe blanc. Pourquoi les luttes ne pourraient pas avancer en parallèle, puis dans la solidarité? Tu sais, quand on parle d'intersectionnalité, on parle souvent de centrer les marges. Quand on marche dans une manif, qui est la tête de la manif et qui suit? Quelles priorités, quels enjeux on met de l'avant, puis qui sont les personnes qu'on invite à attendre leur tour? Tu sais, c'est ça qui m'irrite beaucoup dans la lutte féministe mainstream, blanche, etc. Puis, tu sais, si je prends l'exemple des femmes immigrantes, là, je parle de ma posture à moi. Quand on regarde qu'on fait venir ici une immigration francophone au milieu, pour renforcer une minorité francophone et tout ça, je prends acte aussi qu'on est là en train de contribuer à la colonisation des territoires. Le mouvement de l'immigration ici, il est similaire aux colonies de peuplement qu'on a connues, nous, sur nos territoires. Donc, je prends acte qu'en arrivant ici, j'ai aussi ce privilège. Moi, quand j'obtiens une citoyenneté au bout de 5 ans, j'ai encore plus de droits et de privilèges qu'une personne autochtone qui, dans les ancêtres, s'en est sur ce territoire-là. Mais en même temps, on est comme une deuxième classe, en fait, du fait qu'on est des femmes racisées. On n'est pas considéré comme une immigration francophone, blanche, etc. Donc, on fait venir cette immigration-là, notamment des femmes, des immigrantes, pour enfanter, pour peupler ce Québec vieillissant, pour qu'il y ait assez de force de travail, des impôts versés, pour payer les retraites des aînés. On refuse de reconnaître leurs diplômes et leurs expertises, et donc on les réoriente vers des filières de cheap labor, comme des métiers de care, des métiers que des Québécois et des Québécoises blanches d'ascendance française, anglaise, etc., refusent d'occuper. Donc, tous les secteurs de petite enfance, les soins infirmiers, le travail ménager, le travail social, on l'a vu pendant la pandémie, que les travailleurs et travailleuses de première ligne, c'était essentiellement des personnes racisées, des personnes sans statut, des travailleurs temporaires que le Canada fait venir. Pour votre information, chaque année, depuis 2008, il y a beaucoup plus, il y a 150 000 de plus de permis de travail temporaire que de résidences permanentes. Puis ces personnes-là sont essentiellement des personnes issues du Sud qui arrivent ici, qui font tout le travail que les autres ne veulent pas faire. Donc, tu sais, je fais une parenthèse ici dans l'histoire féministe parce que dans les années 70, quand on nous raconte le mouvement féministe, puis comment les femmes sont sorties du foyer, ont commencé à occuper la sphère économique et tout ça, ben, c'est beaucoup grâce au travail des femmes haïtiennes, des femmes noires, des femmes racisées qui sont arrivées et qui ont fait le travail ménager, qui ont gardé les enfants de ces femmes. Et c'est ça que je trouve vraiment irritant, c'est que
on se targue de briser ce plafond de verre, alors qu'on ne brise rien du tout. On est en train d'adhérer à un système capitaliste qui exploite d'autres femmes. Donc, en même temps qu'elle, elle travaille, qu'elle est payée, je ne sais pas moi, 30, 50 $ de l'heure, elle paye sa nounou moins que le salaire minimum. Puis je trouvais ça drôle, par exemple. Je vais vous raconter une anecdote qui m'a fait vraiment sourire. Moi, je suis une fan des séries de télé-réalité. J'aime ça parce que ça m'informe beaucoup sur la culture populaire. Puis à OD, la finale, dernièrement, Julie Snyder était là sur son plateau en train de se féliciter d'être une féministe incroyable, d'avoir un plateau de femmes, d'avoir une équipe 100% féminine. Et dans la salle, en fait, il y avait... Ça a coupé exactement au bon moment qu'on voulait entendre. Je veux le punch! Ouais, on voulait le punch. Je suis certaine qu'elle va revenir dans 2 secondes. Est-ce que quelqu'un d'autre, Caroline, Mélissa, vous connaissez le... Vous connaissez Non, je ne connais pas ce qu'elle veut raconter. Mais, tu sais, ça me fait penser toute l'affaire de la cancel culture. T'sais, moi aussi, je ne crois pas à la cancel culture, mais je pense que c'est une conséquence du système dans lequel on vit et du gaslighting qu'on se fait tout le temps. C'est ça, c'est une cancel culture. Amel, on veut le punch! T'as arrêté de rire quand il y a eu le punch. Et ton micro est toujours coupé. OK, oui, je suis là. Ah, oh, désolée. En tout cas, on dirait que... Et là, ça disait « Et dans la salle ». J'aurais pas dû parler de ça, on m'a censuré. On ne peut plus rien dire. Et donc, dans la salle, il y avait sa femme de ménage depuis 25 ans qui était là parce que son fils participait à l'émission. Mais elle a remercié toutes ces femmes extraordinaires. Elle s'est targuée d'être une féministe incroyable. Tu sais, toutes ces femmes sur le plateau étaient blanches qu'elle a remerciées, qui ont fait que son émission, aujourd'hui, elle a plus de 2 millions de spectateurs et de spectatrices, mais elle n'a jamais pensé à remercier cette femme-là d'origine colombienne. Puis moi, je trouve ça intéressant qu'on continue à reproduire, en fait, ces dynamiques-là, que des féministes blanches, finalement, se félicitent d'être d'incroyables féministes, tout en exploitant d'autres femmes racisées, comme si ces femmes-là n'étaient pas des femmes comme elles, en fait. C'est comme si la race, finalement, leur enlève même leur fémininité, leur statut de femme. Puis moi, ça me fait beaucoup réfléchir sur la manière dont les féministes blanches s'approprient en fait l'intersectionnalité. On dirait que pour elles, dans la continuité de cette vision interculturaliste, elles utilisent l'intersectionnalité pour comprendre la réalité des féministes racisées. Elles ne sont pas là à checker nécessairement leurs privilèges ou à vouloir renverser les rapports de pouvoir. Elles utilisent l'intersectionnalité pour en pâtir, pour comprendre, pour se dire « OK, on a compris qu'est-ce que vous vivez », mais on est quand même, tu sais, moi, j'ai beaucoup évolué dans le milieu communautaire, puis je trouve que ce qui reste vraiment prédominant, c'est cette espèce de charité, tu sais, on est dans un organisme tout blanc, mais on travaille avec l'immigration, on est dans un organisme, tu sais, j'ai travaillé dans les Calax et tout ça, puis c'est vraiment un enjeu qui est central, là, comme, tu sais, tous les organismes, la majorité du personnel, c'est des femmes blanches, puis on deal avec des réalités où la grande majorité des femmes, des survivantes, sont des femmes racisées, sont des femmes trans, sont des travailleuses du sexe, etc. Mais on refuse de changer cette dynamique-là et de les intégrer comme travailleuses ou de les intégrer dans nos sphères de pouvoir ou de changer nos pratiques. On est souvent dans une pratique de charité plutôt qu'une pratique de sororité et de centrer les marges. Puis c'est ça que ça veut dire, centrer les marges, en fait. C'est accepter qu'au final, qu'on se mette derrière ces femmes-là, parce que c'est en créant des leviers pour les femmes les plus marginalisées qu'on crée des leviers pour l'ensemble de la société. Mais ce n'est pas ça qui est en train de se passer. Une amie très, très chère à mon cœur dit souvent « les féministes blanches devraient parler de l'intersectionnalité de leurs privilèges et non pas de l'intersectionnalité des oppressions ». Je trouve que c'est une piste intéressante. Elle est là avec nous, je pense, Nadia Duguay. Je pense que les féministes blanches devraient commencer à envisager l'appropriation de l'intersectionnalité de cette manière, checker leurs privilèges, checker leurs relations de pouvoir, puis commencer à déconstruire ça pour permettre à d'autres femmes de prendre de l'espace, de prendre du pouvoir, puis éventuellement de renverser en fait cette dynamique qui est depuis trop longtemps là. Puis un dernier détail que je trouve vraiment important, parce qu'on parle souvent de l'intersectionnalité comme si c'était un concept importé qui nous venait des États-Unis. On a beaucoup de misère. Tu sais, encore cette semaine,
je pense hier ou avant-hier, Denise Bombardier écrivait une chronique sur ces féministes, ces maudites féministes qui acceptent les femmes trans et tout ça. Puis, tu sais, l'intersectionnalité dans nos pratiques existe depuis le début du siècle dernier. Si on regarde le Women Colored Club, à l'époque, elles étaient déjà dans la lutte contre le racisme, elles étaient dans une lutte féministe et elles étaient dans une lutte contre la pauvreté. Si on regarde l'Association des femmes autochtones, à l'époque, déjà, elles étaient dans des pratiques intersectionnelles parce que sur leur CA et tout ça, elle faisait attention à représenter l'ensemble du territoire, à avoir une diversité de paroles, de femmes, etc. Mais je trouve assez hallucinant que dans l'histoire féministe qu'on retienne au Québec, qu'on efface, qu'on invisibilise ces histoires-là. Il y a un site web qui a été fait, je pense, il y a une couple d'années par je ne sais plus si c'était le RECEF, en tout cas, c'était plusieurs organisations féministes qui se sont mis ensemble pour relater l'histoire du féminisme. Et dans cette histoire-là, il n'y avait aucune mention des femmes autochtones et des femmes racisées. Et je trouve ça vraiment triste parce que c'est comme si on s'ampute de cette richesse-là, de cette richesse de l'histoire, mais aussi des pratiques qu'on ne veut jamais regarder parce que ce sont ces pratiques-là qui éventuellement nous permettraient d'avoir un avenir ensemble, mais aussi un avenir qui ferait converger l'ensemble des luttes. Donc, je vais arrêter là pour laisser de l'espace parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions dans le chat. Peut-être qu'on pourrait prendre quelques questions pour le temps qui nous reste. Oui, merci. Je vois qu'il y a une question dans la question-réponse. Je vous invite encore une fois, si vous avez des questions pour les conférencières, de les mettre dans la boîte questions-réponses. Avant qu'on passe, oui, on va en avoir. Je voulais quand même peut-être profiter du moment, mais vous demander d'intervenir brièvement parce que c'est clair, on va avoir du temps pour l'échange avec les participants et participantes, tandis que la question que je vais poser est assez large. Je voulais juste avoir vos perspectives et je reconnais que c'est une question très grande, mais peut-être brièvement, et puis on va creuser plus avec les questions. Sur le débat actuel sur le racisme systémique, et Caroline avait touché le point de la représentation et la reproduction de racisme systémique dans plusieurs milieux. Si vous pouvez juste peut-être donner vos impressions sur ces questions-là, peut-être comment, quand on parle de racisme systémique, comment les femmes sont impactées de façon particulière et vers où vous voyez qu'on va avec ce débat-là. Ben, je vais peut-être y aller. C'est sûr qu'on commence à comme, normaliser un petit peu plus le thème aussi. Je trouve que ça bloque au niveau du féministe et de l'élite, mais dans la population, on sent qu'il y a quelque chose qui a ouvert un petit peu, selon moi, mais c'est mon impression. Mais je pense qu'il va falloir commencer à parler aussi de racisme anti-noir, parce que je trouve que c'est comme un peu la base, c'est comme l'opposé de la suprématie blanche, et on ne parle jamais de racisme anti-noir. J'ai été aux Nations Unies l'année dernière, virtuellement, pas aux personnes qui ne pouvaient pas voyager. C'était pour les personnes d'ascendance africaine. Puis, une des choses qu'on nous expliquait par rapport au Canada, c'est que les personnes afrodescendantes, on n'existe pas comme catégorie à part entière dans les politiques publiques. On est vraiment invisible. Le terme qui est beaucoup utilisé, c'est minorité visible ou personnes immigrantes, personnes racisées, etc. Mais on peut être racisé en étant une personne asiatique et une personne comme moi, puis on n'aura pas la même expérience du tout du racisme au Québec. Ça peut être très différent. Fait que je pense que ça va être important de commencer à vouloir reconnaître les personnes aussi qui vivent du racisme anti-noir. C'est un terme qui semble beaucoup choquer, mais il va falloir commencer à en parler aussi. Je pense que c'est un enjeu qu'il faut reconnaître parce que c'est vraiment une réalité. Ça m'amène à ce que Amel disait à propos de l'espèce de suprématie des États-Unis par rapport au féminisme intersectionnel qui existe au Canada. Aussi en France, je pense que c'est la même dynamique aussi. L'afroféminisme en France est beaucoup invisibilisé par le black feminism aux États-Unis. Puis au Canada aussi, moi, je ne viens pas du milieu universitaire, mais j'étais très contente en même temps triste de réaliser qu'il y a beaucoup de féministes noirs au Canada qu'on ne parle pas. Tu sais, je pense à Diane Brand, qui d'autre encore, Charmaine Nelson, Rachel Zellers, Delis Mugabo, Nathalie Bastraville, Marianne Loss. Il y en a plein, mais on ne les visibilise pas. Puis ça, c'est quelque chose qui me dérange vraiment beaucoup. J'ai appris aussi que la première maison d'hébergement au Canada qui a existé, c'est une femme noire qui l'a fondée. Elle s'appelle Anne-Claire Cool. C'est une femme noire qui a fondé la première maison d'hébergement au Canada.
pourquoi c'est pas quelque chose qui nous est enseigné? Pourquoi c'est maintenant que j'apprends ça? Vous comprenez? Fait que ça revient à ce qu'on dit, il y a beaucoup d'innovations qui viennent des femmes noires. On prend les idées, puis après on efface que ça vient des personnes noires. Comme... En tout cas, en même temps, ça me montre aussi la puissance qu'on a, les personnes racisées, sur ces stratégies pour nous décrédibiliser en quelque sorte, je trouve. Ça prouve qu'il y a une puissance à notre analyse, puis on est souvent des visionnaires, en fait. Ça m'amène beaucoup à toute la question de la révolution haïtienne aussi. Moi, je suis d'origine haïtienne. Puis il y a une chose qui me choque beaucoup, c'est souvent qu'on essaie de me dire que moi, je ne suis pas une vraie haïtienne parce que je suis née ici, j'ai grandi au Canada, mais le colonialisme, c'est de déposséder les gens de ce qui leur revient de droit. Cette histoire-là de la révolution haïtienne, je la porte dans ma chair parce que je me rends compte vraiment que j'ai des réflexes de cette époque-là. Je n'ai pas les réflexes d'occidental, j'ai des réflexes de personnes qui sont d'origine haïtienne. Et c'est ça, le colonialisme, c'est de déposséder les gens de leur histoire, de leur héritage, de leur culture. Si je suis au Canada, il y a des raisons historiques, politiques, géopolitiques. Il y a des raisons pourquoi je suis au Canada. Normalement, sinon, je ne serais pas ici. Donc, cette histoire-là, elle est la mienne. Comme l'histoire du Québec ici est la mienne. Donc, les gens qui essaient de nous mettre dans une case, oh, toi, t'es ci, toi, t'es ça. Je suis Caroline Souffrant, puis mon identité est complexe, puis c'est tout. J'ai le droit de m'identifier à ce que je veux, puis certainement à mes racines haïtiennes, ça fait partie de moi, puis je vois vraiment que j'ai des réflexes de justice, d'égalité. Ça vient de la révolution haïtienne, ces concepts-là. Haïti a inspiré beaucoup de pays qui ont été en position de subordination à travers le monde, notamment le Québec, même si le Québec ne veut pas le dire à voix haute. Et ça, c'est des choses que il y a beaucoup de jeunes comme moi qui n'ont pas eu accès à ce savoir-là pour différentes raisons, qu'ils découvrent plus tard ou qu'ils ne le découvrent jamais. Et en fait, c'est une stratégie pour qu'on reste à genoux, parce que dès que tu connais plus ton héritage, beaucoup plus ton histoire, en réalité, tu deviens beaucoup plus solide que dans ton identité, puis tu peux répondre à ces histoires-là de Joanne de Montréal qui crache sur Haïti à longueur de journée depuis que je suis enfant. Tu peux répondre à ça quand tu connais ton histoire, mais quand tu la connais pas, tu viens un peu à genoux, c'est ça le but de la colonisation. Donc, on a le droit de se réapproprier notre histoire, même si on est né ici. C'est mon histoire aussi. Donc, voilà. Si je peux rebondir sur toi, Caroline, parce que tu soulignes des super bons points. Puis moi, je veux juste revenir. Tu sais, juste aussi, tu sais, comme on dit, le nez en plein milieu du visage, le fait que dans l'histoire canadienne, il y a beaucoup de gens qui ignorent que même Harriet Tubman a habité au Canada. Et ça connecte avec toute la ségrégation qui existait au Canada. Et tu sais, parce qu'on dit, ah, c'est aux États-Unis, ah, c'est dans le Canada anglais, ah, c'est les Français, les Anglais. Tu sais, il y a toujours comme une espèce de repoussage, alors qu'ils sont interconnectés de tellement de manière claire, mais comme on ne raconte pas l'histoire, comme on ne souligne pas les noms, on ne nomme pas les personnes, c'était les esclaves au Canada, les Autochtones au Canada, c'est déjà en plus, on déshumanise à ce point-là l'histoire des premiers peuples, puis des personnes afro-descendantes qui ont été forcées à venir ici, enlevées carrément, c'est quasiment comme disait, ils ont fait un voyage un petit peu indu. Non, ils ont été carrément kidnappés pour une économie qui était basée sur les corps humains. Fait que là, en dépersonnalisant justement cette histoire-là, ben, c'est comme un peu ça devient un fantasme, ça devient un peu Jacques Cartier sur son bateau avec sa croix, ça devient une bande dessinée dans la tête des gens, donc ça prend moins d'impact que si on nomme les gens, que si on les place dans l'histoire. Donc, c'est pour ça je parle souvent de représentativité, puis dans un racisme systémique, justement, la représentativité est extrêmement importante. C'est sûr que présentement, le système qui est mis en place, comme comme on appelle la discrimination positive, tout ça, c'est des solutions de pansement, c'est des solutions plaster que j'appelle, pour essayer de trouver une solution à un problème qui a été créé pendant des décennies et même des siècles. Fait que c'est sûr qu'ils ne sont pas parfaits pantoute. Et d'ailleurs, on peut les aider à s'améliorer avec le temps. Mais ça dit un peu comment la représentativité existait dans l'espace médiatique, dans l'histoire, dans les livres, dans les institutions, dans les politiques, est extrêmement important pour réhumaniser les jeunes qui se voient ou qui ne se voient pas carrément dans leur propre pays. Et que ça continue de renforcer l'idée qu'ils n'ont pas le droit d'être là, qu'ils n'ont pas comment je dirais, ce ne sont pas de souche. Comme Caroline, elle explique, elle est fucking de souche, là. Elle a une racine encore plus longue, puis c'est une racine qui a été portée par le vent, justement, de la colonisation et qui a été forcée de venir s'implanter ici, mais elle est quand même de souche et elle est encore obligée d'essayer de faire comprendre son humanité, sa présence ici
Et on continue d'opposer des concepts comme Canada, États-Unis, français, anglais, tu sais, pour pouvoir bloquer justement cette espèce ça nous donne un mur intellectuel pour nous protéger justement face au regard qu'on doit avoir sur notre propre histoire. Puis je dis ça parce que c'est difficile de voir ces privilèges. Des fois même, on ne se rend pas compte, on est élevé dans des privilèges et on en gagne avec le temps. Puis je donne un exemple avec moi et mon mari, par exemple. J'ai dit, tu sais, on parlait en 2013 ou 2014, puis je disais, tu sais, j'ai pas de privilèges, non. Puis il dit, mais ça, il faudrait que tu te rendes compte que maintenant que tu as fait Idle No More, que tu as ci, que tu as ça, tu as gagné des privilèges. Tu sais, tu peux aller dans les médias, tu peux parler des choses, tu as gagné des privilèges, puis je suis comme, oh shit, je m'en étais même pas rendu compte. Il a fallu que quelqu'un me mette face à les privilèges que j'ai acquis parce que j'ai tellement été longtemps, tu sais, ben non, moi, je suis une grosse inou, personne ne va me mettre à la télé, personne ne va m'écouter. Tu sais, quand on a fait les premières marches, on s'est dit, s'ils ont tapé sur leurs enfants en 2012, qu'est-ce qu'ils vont faire à des femmes autochtones? On était en dehors de tout ça. Fait que des fois, même se rendre compte avec le temps qu'on a gagné des privilèges. Puis aussi, pourquoi j'ai eu des privilèges? Le fait que je suis white passing, tu sais, c'est des concepts qui existent de plus en plus pour décrire comment le fait que je suis plus pâle, le fait que mon français, même si ce soir, excusez-moi, je n'ai pas été très bien chantrée dans mes mots, là, mais mon français coule plus facilement, j'ai moins d'accent. Je veux dire, mon accent s'est vraiment estompé depuis que j'habite à Montréal. Tout ça, c'est des choses qui me rendent digestibles au grand public. Le fait que, puis je regarde de plus en plus comment j'ai réussi à me rendre ici, le fait que je fais des jokes, puis je suis drôle, puis aussi, qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas eu les mêmes obstacles que certaines féministes ou jeunes femmes autochtones, racisées. Je pense beaucoup à beaucoup des représentations qui se font en public. Puis pourquoi certaines filles reçoivent des dick pics? Pourquoi certaines filles reçoivent des menaces? Pourquoi certaines filles reçoivent de la haine? Pourquoi certaines filles reçoivent de la haine de d'autres filles? Pourquoi j'en ai pas reçu, moi? Comment ça se fait? Puis là, je touche du bois parce que c'est pas une invitation à avoir des trolls, là, mais pourquoi j'ai pas de trolls? Puis je me rends compte aussi que j'ai pas eu à lutter contre des gens qui se sentaient menacés par mon apparence ou qui se sentaient menacés par des diplômes. Même ça, c'est toujours des choses qu'on ne se rend pas compte qui deviennent des obstacles. On les voit comme des avantages ou justement je viens de le dire 15 fois, puis j'ai déjà oublié le mot. Des privilèges, merci beaucoup, Caroline. Des privilèges, mais ça peut aussi devenir des obstacles parce que quand les gens voient les privilèges, ils veulent te freiner. Quand ils voient que tu as l'espace pour parler, ils vont se mettre devant toi, puis hey, j'ai une opinion, j'ai envie de dire de quoi. T'sais. Fait que ça aussi, ça devient à l'intérieur même des luttes. Comment on démêle ça? Un privilège ou un privilège qui n'est plus un privilège, qui devient un obstacle? Et comment est-ce qu'on peut aussi le situer dans la réalité de quelqu'un? Tu sais, comment quelqu'un qui n'aura pas à se tremper pour sa communauté, qui va dire ce qu'il veut. Tu sais, justement, je pense à Mme Bombardier, qui peut dire des atrocités et elle est encore là. Je dis, ils sont où, nous autres? Nos Mathieu Bock-Côté, puis on n'en a pas, on ne peut pas se permettre ça. Le peu de privilèges qu'on a pour pouvoir venir prendre la parole, on doit le tenir, on doit être clean, on a cette responsabilité-là parce qu'on se dit, si on m'enlève ça, c'est quelqu'un d'autre qui va venir prendre la place, mais pas parce que c'est une mauvaise chose, mais ça va être encore de recommencer à zéro. Alors que là, quand tu es là, après ça, tu pognes le monde puis tu les aides à grimper avec toi, tu sais. C'est d'autres choses aussi qui sont dans des dynamiques pour les femmes autochtones, les femmes racisées, quand on est dans les plateformes des grands médias. Puis ça, c'est une forme de racisme systémique. Comment je dois me tenir, comment je dois être fine, comment je dois me maquiller des fois. Puis là, à ce soir, je me rends compte que je suis un petit peu blême. C'est toutes des choses même que je n'avais pas à penser, mais qui sont un poids qui se rajoute là. Fait, c'est tellement de détails qui se rajoutent, qui mettent un poids à la lutte. Puis ça, c'est juste dans les médias. Là, je ne parle même pas du milieu politique. Je ne parle même pas des écoles. Je ne parle même pas des... le fait de pouvoir aller se faire soigner sans avoir peur. C'est tous des endroits où le racisme systémique n'est pas un racisme systématique, ce que le monde mélange souvent, mais vraiment un système qui a été mis en place que nous, on voit tout de suite les barrières. Là, je les vois. Pour moi, ils ne sont pas invisibles, mais quelqu'un d'autre qui n'a jamais eu à s'y confronter ne les verra jamais. Et c'est pour ça que présentement, il y a un réflexe des hommes dans les grands médias. On ne peut plus rien dire! Le féminisme est toxique. Non, c'est quoi qui arrive? Présentement, moi, j'appelle ça la théorie de la porte dans Titanic.
Tu sais, ils disent que Rose aurait pu se tasser, puis Jack aurait pu monter, puis les deux auraient pu survivre. Mais Rose est restée bien au sec pendant que Jack est tombé au fond de l'eau. Tu sais. Ce qui arrive présentement, c'est qu'on monte avec toi sur la porte, tu es un peu trempe. Fait que là, tu penses que tu es en train de perdre quelque chose. Tandis que moi, je suis en train de j'ai pas la tête dans l'eau, puis je suis en train de me geler le derrière. Fait que c'est ça, le réflexe. C'est que le monde pense que quand une justice te fait être un peu trempe, c'est injuste pour toi, mais tu ne te rends pas compte que l'autre avait les deux pieds dans l'océan Arctique. Fait que c'est là où c'est difficile d'avoir ces conversations-là parce qu'il faut qu'on avance nos causes en préservant les privilèges de l'autre en plus. Fait que c'est tellement... Oh, je suis épuisée. Je suis fatiguée. Mais tu sais, c'est des conversations qu'il faut qu'on aille. C'est correct d'avoir des privilèges, mais c'est correct de s'en rendre compte, puis c'est correct de vouloir éviter le panier de crabes. Je ne sais pas si, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas l'exemple du panier de crabes, mais ils disent que quand tu mets des crabes ensemble, aussitôt qu'il y en a un qui sort du panier, les autres crabes veulent le ramener dans le panier. Ça arrive souvent dans les communautés qui sont justement opprimées parce que c'est tellement... Mais moi, je ne veux pas être tout seul, je ne veux pas être laissé là, mais ça se voit aussi. J'ai dit, quand tu es dans un groupe opprimé et qu'il y a des crabes dans le panier, des fois, quand tu arrives et qu'il y a des communautés qui sont dominantes, des fois, il y a des crabes en dehors du panier qui te poussent dans le panier. Non, retourne dans ton panier. C'est des choses, des concepts qu'on voit, mais qui ne sont pas toujours nécessairement visibles à ceux qui ne l'ont jamais vécu, qui n'ont pas eu à passer à travers des cerceaux pour pouvoir réussir à être là aujourd'hui. Puis elle doit se serrer les fesses pour y rester. Excusez-moi, c'était un peu plus long que j'aurais voulu, mais c'était important que je le mette en place. Merci. Puis je sais, Amel, j'aimerais que tu abordes le thème. Je me demande si je devrais d'abord mentionner les questions qui ont été posées pour qu'on puisse les intégrer aux réponses en vue du temps. C'est comme tu veux. En fait, on a jusqu'à quand? C'est vraiment à vous de voir. Normalement, on termine jusqu'à 7h30, mais c'est vrai que quand il y a une discussion super dynamique, parfois les gens sont contents de rester un peu plus. Moi, je dirais que j'ai jusqu'à 8h. Mon mari est avec les enfants, fait que je suis correcte. À 8h, il faut que j'aille l'aider. Moi, j'ai quelque chose à faire. Je suis désolée. Vas-y, Ouais. Amel, puis je vais poser les questions par la suite. Mais qu'est-ce que tu voulais que j'aborde, Marissa? Est-ce qu'il y avait quelque chose? C'est vraiment juste le point sur le débat sur le racisme systémique, la représentation en ce moment. Oui. Moi, j'aime beaucoup ce que disait Mélissa plutôt là que, tu sais, des fois, nos luttes ne se mènent pas nécessairement dans des espaces. La non-mixité n'a pas le même sens pour moi que pour une personne blanche, par exemple, tu sais, pour une femme blanche. Je l'ai constaté quand je travaillais dans le milieu féministe et souvent, quand elle parlait de non-mixité, moi, la non-mixité, je la voyais raciale. Elle voyait la non-mixité de genre et de sexe. Et c'est fascinant parce que c'est comme si on est toujours, on doit choisir un ennemi commun. En fait, on doit choisir entre nos ennemis pour être intégré dans ces espaces. Si je veux aller dans ces milieux féministes, je dois choisir uniquement le patriarcat et je dois faire abstraction de tous les commentaires racistes, les comportements, les violences que je reçois de la part d'autres femmes. Si je vais dans un milieu antiraciste, je dois choisir l'antiracisme et faire abstraction des comportements et des violences misogynes. Puis c'est aussi ça, ma réalité, c'est-à-dire que c'est comme si je finis par plus avoir un espace où je peux juste être moi en sécurité. Et ça, je trouve ça vraiment difficile, je trouve ça vraiment aliénant et souvent, je dois dealer avec ça. Puis, tu sais, ça génère beaucoup de fatigue mentale aussi, tu sais, dans le milieu militant parce que tu es comme toujours en train de choisir ta solitude. La réalité de la race aussi fait en sorte que souvent, comme je le disais plus tôt, qu'on va oublier le fait que tu sois femme. On va d'abord voir ta race avant de voir le fait que... Tu sais, je donne un exemple dans l'histoire. Quand les femmes étaient esclavagées ici et puis ailleurs, on les faisait travailler comme les hommes. On ne considérait pas qu'elles étaient des êtres plus fragiles ou plus... tu sais, pourtant, on considérait les femmes blanches comme étant fragiles, on les gardait à la maison, elles étaient là pour enfanter. Mais les femmes noires enfantaient et travaillaient 12 heures dans les champs, par exemple. Et c'est ça qui est intéressant avec la notion de race, c'est que ce n'est pas une addition. Je ne suis pas une femme plus une personne racisée.
je suis les deux à la fois, ça s'imbrique et ça crée une réalité particulière qu'une autre personne qui n'a pas cette intersection ne peut pas comprendre. Ça s'imbrique et ça se renforce et ça crée une réalité unique. Une femme en situation de handicap racisée, ça crée encore une autre réalité. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Tu sais, comme quand je regarde, par exemple, le milieu que je connais le plus, c'est le milieu des violences, par exemple, sexuelles, les violences envers les femmes. Puis souvent, il y a tout ce questionnement-là, vous l'avez vu dans le mouvement MeToo, quand les femmes commençaient à parler, à se dévoiler et tout ça, on n'a pas vu des femmes autochtones et des femmes racisées se dévoiler parce qu'elles sont comme, est-ce que je choisis de dévoiler puis de condamner éventuellement ma communauté si mon agresseur fait partie et est une personne racisée, donc de subir. Puis même moi, en tant que survivante, je l'ai vécu. Dans mon texte, je le dis d'ailleurs. Quand j'ai subi la violence conjugale, quand j'ai eu affaire avec la police, avec la DPJ et tout ça, des personnes m'ont dit, ça fait partie de votre culture, la violence, de toute façon. On craint pour la sécurité de votre fille, de vous-même. Fait que je trouve ça super violent qu'à chaque fois, finalement, on nous ramène à ça. Tu sais, on n'est pas les victimes, les parfaites victimes qui sont dignes d'être protégées, d'être crues. Parce que, tu sais, je me dis, le mouvement MeToo, il a eu de l'envergure, mais avant ça, il y a eu les femmes assassinées et disparues autochtones. Il y a eu tout le mouvement des femmes à Val-d'Or. Ça n'a pas créé l'onde de choc que MeToo a créé. Pourquoi? Justement, pourquoi? Et c'est ça les vraies questions qu'on doit se poser. En fait, ces femmes-là, est-ce qu'on les considère vraiment comme des femmes? Ou est-ce qu'on les voit d'abord comme des personnes racisées puis pas dignes donc de protection? C'est quand j'entends le premier ministre récemment dans son discours dire hey, le Boys Club, tout ça, on est comme des hommes et on n'a pas besoin d'affirmer notre virilité par des coups envers les femmes, on est un peuple civilisé, on n'est pas des barbares. Moi, c'est super violent quand j'entends ces termes-là, parce qu'encore une fois, il fait cette distinction entre les peuples civilisés, les États-nations, ces empires-là occidentaux, et les autres, les barbares, là où se passe la violence. Le tiers-monde, le sud, les pays sous-développés. Pardon? Caroline? Ils appellent ça les républiques de bananes dans les chroniques ici. Banana oui, Republic. C'est ça. Puis encore une fois, il essaye d'envoyer soi-disant un message de solidarité, mais il l'envoie uniquement, en fait, ce que ça me dit, c'est que les femmes qui sont dignes d'être protégées, encore une fois, c'est une certaine catégorie de femmes. Et ce n'est pas pour nous toutes, parce que nous, on est les barbares. C'est pendant des années, encore aujourd'hui, quand on parle de Montréal-Nord, à chaque fois dans les chroniques, dans les médias, on n'arrête pas de dire qu'il y a le plus haut taux de violence conjugale parce que ça fait partie de leur culture, la violence. Encore une fois, on entend ce discours. Il y a 2 années, la mairesse de Montréal-Nord était invitée sur un plateau, puis le chroniqueur a dit ça et elle a acquiescé. Elle a dit oui, c'est vrai. C'est cette réalité-là qui, à chaque fois, en fait, on ne sait plus si on doit choisir entre la violence physique, mentale, etc., qu'on vit, et la violence systémique que tu dois vivre si jamais tu dénonces cette violence-là. Mais je vais peut-être laisser les autres questions à Marissa, si tu en as d'autres. Là, on n'a pas beaucoup de temps. Fait que... Parfait. Ben, moi, je voulais rebondir sur quelqu'un qui demandait est-ce que tu as un exemple de le blanchiment d'intersectionnalité à l'université? Ben, je vais donner un exemple très concret. L'automne dernier, on m'a invité à donner une présentation sur le mouvement MeToo dans un cours sur l'intersectionnalité qui était enseigné par une femme blanche. Puis, j'ai vraiment eu un choc quand je suis rentrée dans la classe. Ben, quand les étudiants sont rentrés dans la classe, mon cœur a comme arrêté parce que tous les étudiants au presque étaient blancs. Puis, il y a eu 3 personnes noires qui sont venues au cours qui n'étaient même pas inscrites. Ça veut dire qu'ils they're craving for representation. C'est ça que ça veut dire. Ils sont venus au cours, ils n'étaient même pas inscrits. Puis, ils étaient assis au fond de la classe. Puis, je sais que ce n'est pas la faute des étudiants. Les étudiants étaient cute. C'est pas la faute des étudiants, mais moi, j'ai tendance à plus blâmer le système que des individus précis. Mais quand j'ai montré le visage de Tarana Burke sur mon PowerPoint, j'ai vu l'étudiante noire au fond de la classe, elle m'a souri. Elle m'a regardée et elle m'a souri. Parce qu'elle a entendu le nom de Tarana Burke sortir de la bouche d'une femme comme moi, une femme noire, comme à la carnation foncée, parce que ça aussi, le colorisme, c'est un autre enjeu qu'on discute ici au Québec. Puis c'était une femme à la peau aussi foncée que moi, puis elle a tout de suite souri.
Puis j'ai fait, waouh, c'est ça le blanchiment de la personnalité. Puis j'étais vraiment choquée parce que je me suis dit, mais où sont les Noirs dans cette salle de cours? Parce qu'ils sont là au Québec, ils sont là à Montréal. Et c'est pas qu'ils ne peuvent pas étudier parce qu'ils sont stupides ou quoi que ça. C'est pas ça la question. C'est parce qu'ils sont occupés à devoir résister, soit au plan psychologique, parce qu'il y a trop de violence de tout ça, ou ils doivent militer dans les rues, organiser des manifestations, protester. Ils n'ont juste pas le temps, des fois. C'est pour ça que ça entrave, des fois, leur accès à l'université ou à des espaces de réflexion de ce genre. Fait que moi, ça m'a pris 2 jours à me remettre de cette location-là. Puis je me disais, mon Dieu, mais pourquoi je me sens comme épuisée comme ça? Moi, je suis habituée de parler devant du monde, je ne comprenais pas, mais parce que je pense que c'est comme un peu mes ancêtres qui m'avertissaient qu'il y avait un certain danger parce que je suis une femme noire qui doit avoir une salle de classe entièrement blanche, ou presque, puis je parle de violence sexuelle. Puis mon cœur débattait, puis ça m'a pris 2 jours à m'en remettre, puis je ne comprenais pas pourquoi, mais là, j'ai compris pourquoi. Parce que c'est des savoirs qui viennent du terrain, puis je ne vois pas des gens qui me ressemblent dans la classe, les étudier ou être avec moi. Fait que je me sentais comme en danger. Ben, pas en danger, mais comme, vous comprenez ce que je veux dire? Je sais que les sinon sont corrects, mais comme, c'est pas méchant, mais comme, c'est comme, ils sont où les Noirs? Pourquoi il n'y a pas de Noirs ici? Puis ça m'a vraiment frappé parce que je viens pas du monde universitaire, puis mes parents n'ont pas du monde universitaire, puis j'étais vraiment comme, mon cœur débattait, ça m'a vraiment fait un choc. Puis ça, c'est un exemple de blanchiment de personnalité, qui est une théorie qui a du terrain. Puis en devenant mainstream, ben, ça devient de plus en plus blanc. Puis maintenant, je rentre dans les espaces, c'est blanc, 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 puis je suis comme, oh my God, ils sont où les Noirs? Fait que c'est un peu ça, pour moi, le blanchiment de cette personnalité qui je peux répondre. Je voudrais me permettre de rebondir sur Amel, puis sur... Excusez-moi, on rebondit beaucoup les unes sur les autres, on s'inspire, parce que j'ai aussi vu dans les commentaires une question, puis je ne sais pas si c'était une question en tout cas, mais sur le mot race. Puis, tu sais, je crois pas aux races, ou je crois aux races, tu sais, je crois pas aux races, ça n'a pas leur place, c'est quoi les races, tu sais? Puis le mot racisé, puis ça. Puis c'est vrai que c'est encore une discussion sur est-ce qu'une race, ça existe? Moi, je pense qu'une race, ça n'existe pas. C'est un concept qui a été créé pour pouvoir diviser des gens, mais est-ce que le racisme existe? Oui. Est-ce qu'il y a des lois racistes au Canada? Oui, la loi sur les Indiens. Est-ce qu'il y a justement une invisibilisation des luttes liées à la race, aux enjeux de racisme systémique autour des races? Oui, puis Caroline, tu l'as nommé tantôt parce que minorité visible, what the hell is that? Est-ce que ça existe? Oui. Est-ce que ça a été conceptualisé de façon inadéquate? Totalement. Et pour moi, pour l'instant, moi, je dis ça, la race existe parce qu'elle est tellement créée dans la tête des gens qu'ils l'appliquent. Mais dans la nature, réellement, elle n'existe pas vraiment. On va, comme tu disais, le colorisme, c'est aussi ça a aussi fait partie d'une discussion sur les degrés de couleur ou les degrés d'intensité de ta race. Puis j'en parle parce que présentement, on a des enjeux liés au fait que, OK, maintenant, être autochtone, c'est quand même cool. Tu m'aurais dit ça en 90, ça aurait dit « Ah! C'est pas cool être autochtone, mais là, maintenant, c'est cool. » Et là, tout le monde reconnecte avec son ancêtre autochtone. Et ça, je trouve ça vraiment cool. T'sais, moi, que tu reconnectes avec ton passé, ton histoire, que tu la désinvisibilises, ça, je trouve ça cool. Ce que je trouve plus difficile puis vraiment moins cool, c'est quand tu déterres les os de ta grand-mère pour pouvoir te trouver une carte de statut indien parce qu'il y a une loi raciste qui va te donner une carte de statut, c'est l'Amérindien Express, là, pour que tu deviennes un instant autochtone. T'sais. Et pourquoi c'est une problématique? C'est parce qu'après ça, ça diminue la parole des groupes autochtones parce qu'il va y avoir des groupes autochtones qui vont être beaucoup plus adaptés au discours que les politiques vont vouloir avoir, au discours que les industries vont vouloir avoir. On a un autochtone pour pouvoir parler d'extractivisme ou de coupe forestière sur son territoire. Et là est le risque parce que non seulement cette loi-là existe, mais elle reconnaît aussi notre passé. Comment je peux dire? C'est une loi administrative qui reconnaît notre existence et nos droits ancestraux. Mais c'est en même temps basé sur le quota sanguin, sur le droit de transmettre aussi mon identité. Présentement, moi, aux yeux de la loi, je suis une 6.1, c'est-à-dire qu'on considère comme si mes 2 parents étaient autochtones. Donc, je suis une Indienne à part entière. Mes enfants, puisque mon mari est québécois, sont des 6.2. Donc, présentement, il va falloir qu'ils fassent un choix plus tard, soit d'avoir des enfants avec des Indiens inscrits, pour que leurs enfants redeviennent des 6.1, donc des Indiens à part entière, ou s'ils marient des personnes d'autres cultures ou d'autres, des Blancs, leurs enfants vont perdre de l'indianité. Donc, est-ce que cette loi-là existe à d'autres concepts à travers le Canada? Non.
mais c'est une loi raciste, donc basée sur une race qui a été créée, un concept racial, puis qui détruit notre propre concept de l'identité de la communauté. Fait que présentement, il y a beaucoup de gens, de groupes qui vont parler de métissage puis de l'identité métissée, mais en clamant la loi raciste, la loi sur les Indiens, le quota sanguin, le CHU, tu sais. Et ça va détruire justement le lien communautaire autochtone qui nous relie à nos communautés, à nos groupes. Donc, c'était ça l'idée, c'était de diminuer notre sang, diminuer notre identité raciale pour pouvoir augmenter les chances de pouvoir faire la colonisation. Et c'est encore en place, c'est encore là. Donc, pour moi, oui, la race existe puisque les lois qui sont là, qui sont imposées, les concepts, le fait qu'on nous identifie à la couleur de notre peau ou à nos traits sont là, à notre voile, parce que la culture est identifiée dans la tête des gens comme un symbole de race. Oui, c'est pour moi, il existe une race. Quand il n'y en aura plus, c'est quand ils vont être exités des lois de nos modes de vie de société. Mais en tant que telle, elle n'existe pas naturellement. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça que c'est important de ne pas dire « je ne vois pas les races », parce que ça veut dire « je ne vois pas ta lutte, je ne vois pas ton combat, je ne vois pas comment tu dois te faire entendre, comprendre, comment est-ce qu'on te met ça, même si tu ne l'as pas demandé. » C'est pour ça que je comprends le bon sentiment puis le cœur qui est derrière ça, de ne pas vouloir t'identifier à ta couleur de peau, mais par exemple, présentement, dans la situation dans laquelle on est, c'est comme dire « je ne crois pas à la noyade, mais tu vois la tête de la personne sous l'eau. » Je comprends ce que tu veux, mais ça ne nous aide pas vraiment. Et je comprends qu'il y a aussi au sein même de nos propres luttes, il y a des gens qui ne vont pas vouloir se faire identifier par une race ou par leur identité raciale. Ça aussi, c'est leur droit. Mais ça n'empêche pas que ces combats-là existent réellement dans le temps. Merci, Mélissa. On ne parle pas de race biologique, là? Je vais juste me permettre de poser les questions parce que je veux bien que les personnes qui ont envoyé des questions se font entendre. On a plusieurs qui se chevauchent pas mal. Il y a plusieurs questions sur l'intersectionnalité et il y en a deux par rapport à l'action puis comment créer des espaces militants. Mais je voulais aussi, il y a une personne qui a voulu partager son témoignage qui a été vécu à l'école. Donc, je voulais juste partager ce témoignage. La personne dit qu'un de ses enseignants d'histoire disait vous devez choisir entre le Québec et votre pays d'origine. Quand vous allez dans votre pays d'origine, on vous juge et vous ne paraissez pas comme les autres. C'est pour cela que vous devez choisir le Québec. Je n'ai pas à choisir, je me suis moi et voilà. C'est comme ça que la personne a conclu le témoignage. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé ça. Et si jamais vous voulez vous mettre en contact avec nous, on organise un webinaire sur le racisme systémique dans le système d'éducation au mois de juin. Donc, on va être en train de chercher des personnes qui sont intéressées à partager lors de cet événement aussi. Donc, on a deux questions par rapport à comment exister dans les mouvements militants. France qui demande comment avez-vous approché les mouvements féministes traditionnels avec le concept d'intersectionnalité et il veut savoir sur s'il y a eu de la résistance ou plutôt acceptation. Une autre question concernant, on a Brigitte qui pose la question comment est-ce qu'on peut créer un espace ou des espaces de parole intersectionnels entre les différentes communautés, immigrantes, blanches, autochtones, etc., concrètement. Et puis, il y en a d'autres, pas mal de personnes qui sont intéressées par l'intersectionnalité. Je vais poser toutes les questions et comme ça, vous pouvez voir où vous voulez intervenir. Donc, Mathilde qui a une question pour les conférencières. Trouvez-vous que l'intersectionnalité s'est dépolitisée au fil des dernières années, notamment par son absorption dans les institutions, les universités? Comment est-ce qu'on peut prévenir ce phénomène? Pascal qui dit « J'ai bien entendu le malaise que des femmes blanches se disent intersectionnelles. » Amel a parlé que la reconnaissance de nos privilèges pourrait être un angle premier dans nos réflexions intersectionnelles. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Avez-vous d'autres réflexions pour une plus grande sororité? Comment être des alliés véritables?
Et finalement, on a Mélanie qui dit « Lorsqu'on veut davantage inclure les opinions et les réalités des personnes qui vivent du racisme, que pensez-vous de l'utilisation du terme « personne racisée » ? En fait, ça rejoint toutes les questions de terminologie. Le terme « personne racisée » qui est beaucoup utilisé dans les milieux académiques, mais qui n'est pas toujours reçu de la même façon sur le terrain auprès des personnes elles-mêmes. Quel terme devrions-nous utiliser, selon vous, pour souligner l'importance de leur présence dans certains événements ou pour valoriser leur rétroaction, leurs inputs, par exemple, dans des projets qui utilisent une approche intersectionnelle? Voici l'ensemble des questions. La parole est à vous. Je voudrais rebondir peut-être sur la terminologie parce que je trouve ça important qu'on vulgarise puis qu'on explique. On ne l'a pas fait au début, mais qu'on explique pourquoi on utilise les termes qu'on utilise là. Évidemment, la race, on ne l'utilise pas au sens biologique. Là. Ça fait très longtemps que la race au sens biologique a été invalidée par les sciences, mais on l'utilise plus au sens sociologique. Quand moi je dis je suis une personne racisée, ça veut dire que je suis une personne qui vit le racisme, l'oppression, racisme. Puis ce terme cesse d'exister, cette réalité cesse d'exister s'il n'y a plus de racisme. Donc, c'est ça qui est intéressant versus des termes comme minorité visible, minorité ethnique. Ça ne veut absolument rien dire. On n'est pas des minorités, on est des personnes minorisées parce qu'on ne se voit pas dans les instances politiques, parce qu'on ne se voit pas dans les médias, parce qu'on n'est pas représenté. Dans une ville comme Montréal où il y a plus de 40% de personnes qui ne sont pas issues de descendants britanniques ni français, je trouve ça aberrant qu'on continue à utiliser des termes comme minorité visible. On n'est pas plus visible que les autres et on n'est pas des minorités. Donc, par rapport à cette terminologie-là contribue aussi à nous altériser beaucoup et à nous racialiser parce que, quand tu me dis que je suis une minorité visible, tu me renvoies à ma différence. Mais quelle différence? Une différence ethnique, une différence d'appartenance, le fait que je sois une immigrante, etc. Alors que le problème, ce n'est pas cette différence intrinsèque, c'est ce que je vis moi, comme système d'oppression qui est le racisme. Donc, c'est plus juste de nommer les personnes. Puis si les personnes ne sont pas prêtes à s'identifier comme ça, c'est correct. Puis je pense que ça prend aussi un effort de vulgarisation et d'éducation populaire. Vous pouvez utiliser des termes comme des personnes qu'on racialise ou des personnes qui vivent du racisme. Si c'est plus clair pour l'esprit des personnes là, avec lesquelles vous travaillez, je pense qu'il faut trouver des alternatives ou prendre le temps d'expliquer ce qu'on veut dire par personne racisée. Je ne sais pas s'il y avait autre chose sur laquelle tu voulais que je rebondisse, mais peut-être la question de Pascal qui dit, moi je pense que mon vœu le plus cher, c'est de voir des féministes traditionnels, historiques et tout ça, qui sont là depuis longtemps sur ce terrain, qui occupent des espaces de pouvoir, commencer à se rencontrer et à déconstruire leur blanchité. Pas la blanchité de peau, évidemment, la blanchité de leur pensée, la manière dont elles voient le féminisme pour commencer à créer des solidarités. Parce que je pense que arriver dans un espace où les personnes n'ont pas fait un minimum de travail d'éducation et de déconstruction, ça devient des espaces violents pour nous. On est souvent appelé à éduquer les autres, à être là en mode… Tu sais, Caroline, tout à l'heure, quand tu disais dans l'espace, j'étais comme « où sont les Noirs ?» C'est parce que moi, cette expérience, je la vis tout le temps. Quand j'arrive dans un espace et que je suis la seule ou en minorité, je ne me sens pas en sécurité. Je ne vais pas raconter mon histoire parce que je sais que mon histoire va être invalidée. Parce que toutes les femmes qui ne vont pas se reconnaître dans mon histoire vont me dire « Hey, mais c'est pas vrai ça, on n'en vit pas, nous, des histoires comme ça, donc c'est pas vrai, c'est individuel, c'est juste toi. » Et donc, je pense que pour qu'on commence à créer des espaces communs, il faut d'abord commencer par faire le travail de décolonisation et de son féminisme avant de pouvoir rejoindre. Et je donne un exemple dans l'histoire que je trouve vraiment intéressant, c'est quand les femmes autochtones se sont retirées de la FFQ et ont dit on va fonder FAC, on va fonder la Fédération des femmes autochtones du Québec. Et il y a eu un protocole de signé entre les deux organisations. Je vous invite à aller le lire, il est vraiment très intéressant, il n'est pas très long. Ça dit juste que la FFQ reconnaît que la relation des femmes québécoises et la relation des femmes autochtones est inscrite dans une histoire coloniale et que par ce fait, les femmes québécoises reproduisent de la colonialité dans leur rapport envers les femmes autochtones,
qu'elles vont faire le travail de déconstruction et qu'elles vont essayer de travailler en sororité et donc elles ont respecté en fait le fait que les luttes avancent en parallèle, qu'elles fassent leur travail de déconstruction et que les femmes autochtones priorisent leurs enjeux. Et c'est ça qui s'est passé. Tu sais, je trouve cet exemple intéressant, mais je suis sûre qu'il y en a d'autres, mais c'est celui que je connais dans l'histoire du féminisme. Puis je trouve que des façons de faire comme celle-ci sont vraiment porteuses pour le mouvement féministe. Ah, merci Catherine pour le lien. Oui, c'est de ça que je parle. Écoute, Amel, tellement... les filles, vous avez sorti tellement de points. On n'a pas assez de toute notre rencontre pour parler de tout ce qu'on a besoin de parler. C'est fou. Puis là, tu sors les exemples comme la FFQ, FAC. Puis, tu sais, c'est des institutions qui ont été créées parce qu'il y avait un besoin. Puis un besoin très large, tu sais, comme je disais tantôt, les paniers d'identité un peu, là. Et ces institutions-là vont se transformer elles-mêmes parce que plus il va y avoir de l'espace fait pour les femmes et plus les enjeux féministes vont évoluer en plus. Donc, des nouveaux protocoles vont se créer, des nouvelles présences vont exister au sein d'organismes. Tu sais. Parce que je pense beaucoup à FAC, énormément de mes amis qui sont très proches. Je les ai rencontrés quand je travaillais à FAC, justement, comme responsable des coms. Puis, maintenant qu'il y a eu une espèce d'explosion où est-ce que là, OK, là, les enjeux autochtones, on est dans le noir complet, on ne voit rien, qu'est-ce qui se passe? Ils sont venus chercher des ressources qui étaient spécialisées, qui étaient informées, puis souvent, c'est des ressources qui étaient dans les institutions, justement, autochtones. Puis, comme j'ai dit, c'est comme libérer le pollen, aller semer à tout vent, amener l'information. C'est correct parce qu'après ça, on transforme. La forêt se transforme. Les mêmes arbres ne resteront pas aux mêmes endroits tout le temps. C'est normal, on est des êtres qui sont humains, qui avancent dans l'histoire. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, comme on parlait de nos alliés, comment en prendre soin? Comment parce qu'il y a un malaise. Je dis, mais ce qui est important de comprendre, c'est que les humains avec qui on travaille, les alliés, c'est tous des individus. Donc, quand on parle des alliés, moi, je me dis, chaque personne est différente. J'ai des alliés qui vont lutter pour les droits des personnes racisées parce qu'ils sont contents d'avoir cette espèce de bannière pour se défendre. Puis, il y en a qui aiment ça taper sur la tête du monde. Ah, tu n'étais pas au courant. Hein? Je les vois, là, ces luttes de pouvoir-là, mais qui viennent de l'individu en tant que tel. Puis qui peuvent nuire justement à la lutte parce qu'on va dire, regarde, elle a fait ça pour ça, puis regarde, c'est pour ça, les féministes sont de même, ça. Plutôt que de vouloir généraliser chaque allié, chaque personne qui est mobilisée, chacune d'entre nous est très différente, vient d'un vécu, vient d'une individualité, vient moi, ce que j'aurais voulu faire dans la vie, c'est une artiste. Mais là, je suis poignée là parce que j'ai décidé de tenir ce flambeau-là, puis là, j'ai plus le choix, il faut que je le tienne. Fait que toute ma motivation aussi est très différente de peut-être la motivation de Caroline, puis de la motivation d'Amel, puis c'est correct. Fait que qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de se rendre compte que ce sont des relations qui vont se développer individuellement, qui vont être des dynamiques, qu'on va changer de groupe, qu'on va changer d'institution, qu'on va changer de lutte. Des fois, même, je donne un exemple présentement avec Idle No More Québec. Je suis tellement heureuse parce que les filles avec qui je luttais au début, c'est les filles avec qui je parle encore aujourd'hui. Donc, pour moi, j'ai bâti des relations solides avec ces filles-là, puis je suis contente parce que ça veut dire qu'on a réussi à garder notre relation forte. T'sais. Mais il y a d'autres femmes avec qui je travaillais au début que je ne travaille plus aujourd'hui, puis c'est correct. Mais on a quand même bâti quelque chose de fort pour notre communauté. C'est de dire, il ne faut pas chercher le parfait allié, il ne faut pas chercher la parfaite situation, la parfaite lutte, parce que là, c'est rendu une question d'ego. Là, il faut rentrer dans la situation au moment où elle est, dans ce qu'on a besoin maintenant. Puis peut-être que dans 5 ans, je ne serai plus là, je ne serai plus dans les médias, puis c'est correct, peut-être quelqu'un d'autre. C'est de dire que c'est mouvant. C'est une mobilisation qui est mouvante. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que souvent, le monde me dit, j'ai honte d'être blanc ou je me sens mal par rapport à mon histoire. Puis je dis, moi, je ne me nourris pas de ta honte. Je ne me nourris pas du mauvais feeling que tu as. C'est pas ça qui va me nourrir. Moi, ce qui va me nourrir, c'est le changement. Fait que, je suis contente que tu me dis ça parce que je vois que tu as envie de changer, mais reste pas dans ce feeling de honte-là. Puis si quelqu'un se nourrit de ta honte et est content de te garder là-dedans, tu as le droit de te déplacer puis d'aller ailleurs. Peut-être que ton énergie a besoin d'être nourrie par quelqu'un d'autre.
mais que tu gardes ce sentiment de vouloir changer l'injustice, c'est ça qu'il faut que tu gardes. Puis je dis ça parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, je ne suis plus capable d'entendre parler des Autochtones. Je ne suis plus capable de parler de la lutte Black Lives Matter. Ah, mon Dieu, ils sont tannants avec leurs enjeux parce que ça les épuise. » Puis je me dis, tu sais, c'est cool que tu puisses prendre une pause. Prends une pause, tu en as besoin. Mais rends-toi compte que ça, c'est une injustice. C'est quelque chose qui ne devrait pas exister dans une société. Fait que, décide de prendre une pause pour toi puis de faire du self-care, mais laisse pas tomber parce que ça te tape ses nerfs ou parce que peut-être tu n'as pas trouvé les bonnes personnes avec qui lutter. Quand je dis ça, c'est parce qu'on veut prendre soin de nos alliés parce qu'ils ont une capacité, un potentiel incroyable. Mais il ne faut pas oublier que ceux avec qui ils travaillent ont aussi cette mission-là. C'est une question de survie. Ce n'est pas un luxe. Je ne décide pas de protéger les bonsaïs du Québec ou de la France. Ce n'est pas un choix d'une lutte quelconque. C'est une question de survie en tant qu'être humain. Puis, c'est compliqué. C'est tellement des relations. On dirait quasiment qu'il faut qu'on séduise notre allié pour qu'il nous aide. Mais le problème, c'est qu'après ça, ces alliés-là, par exemple, ont un potentiel incroyable. Puis je dis ça parce que quand j'ai commencé à Idle No More, moi, je m'attendais à des réponses comme en 1990. Puis ce qui est arrivé, c'est que les jeunes du mouvement étudiant, les jeunes d'Occupy sont venus nous aider. Je suis comme « Wow, what the hell? » Puis là, maintenant, je vois dans la lutte, justement, sur le racisme systémique, ben, les gens ils disent « Là, arrêtez, M. Legault, d'ignorer ça. » Je me dis « Wow, là, ils sont rendus qu'ils nous défendent, qu'ils nous aident, puis qu'ils sont informés. » Je vois comment les alliés, le public québécois informé est une arme de destruction massive de situations injustes, mais ce n'est pas en les pouponnant que ça va faire des alliés à long terme. C'est en leur disant, écoutez, si vous voulez vraiment nous aider, comprenez que c'est une lutte difficile, comprenez que c'est des humains avec qui vous travaillez et que ce ne sera jamais satisfaisant comme nettoyer une plage, par exemple, ou aller enlever des filets sur des tortues, ou construire une école en briques. Ça va être difficile, c'est du travail sale, tu vas te salir les mains, mais par exemple, tu vas changer quelque chose de fondamental, tu vas travailler dans les fondations même de cette discrimination systémique-là, puis tu vas transformer quelque chose. C'est souvent ça, qu'est-ce que tu viens faire? Tu cherches une médaille ou quelque chose qui fait du bien, ou est-ce que tu viens vraiment t'invisibiliser toi-même pour supporter ta communauté. T'sais. En tout cas, vous m'avez super inspiré. Il y a quelque chose que Morgan M. Page, c'est une historienne, une activiste, une auteure trans que j'ai connue à l'Université McGill en travail social. On était tous les deux ensemble. Puis qui est elle, en fait, la première personne qui a parlé de la révolution haïtienne dans un contexte académique au Québec. Puis il y a une chose qu'elle a dit à un moment donné dans un de nos cours, elle a dit que toutes les conversations difficiles qu'on a comme maintenant, c'est du productive discomfort. Puis j'ai trouvé ça brillant comme expression. Ça veut dire que quand une conversation devient vraiment comme viens te chercher, puis tu as l'impression que comme oh mon Dieu, mais je suis une bonne personne, j'ai rien fait de mal, pourquoi elle me dit ça? Dès que tu te sens un peu sur la défensive, c'est peut-être le signe que tu dois tendre 6 fois plus l'oreille pour comprendre pourquoi tu te sens comme ça, puis d'où ça vient, puis déconstruire ça. Fait que je pense qu'il faut s'habituer justement avec l'inconfort, comme Morgan explique. Fait que productive discomfort, je trouve que c'est génial comme expression. Ça illustre bien le côté difficile des conversations, mais la nécessité de les avoir aussi. Merci beaucoup pour toutes les réflexions, le partage de savoir et d'expérience vraiment puissant. Et merci à tous les participants et participantes de rester avec nous jusqu'à maintenant. Je sais que j'ai des collègues qui doivent rentrer avant le couvre-feu, donc je vais commencer à faire le wrap-up. Mais je veux juste souligner qu'on a eu autour de 200 personnes pendant le webinaire. Ça évoque vraiment l'intérêt porté à ce sujet et l'importance de tenir la conversation. Donc, merci énormément à nos 3 conférencières d'avoir été avec nous ce soir pour le partage de connaissances et d'expériences qui met beaucoup de lumière sur ce thème de convergence entre le féminisme et l'antiracisme. Je voulais apporter votre attention à une action en ligne que vous pouvez passer à l'action avec Amnesty International contre le racisme systémique.
C'est un outil pour envoyer un message au premier ministre Legault, au nouveau ministre responsable de la lutte au racisme et avec les 7 députés qui forment le groupe d'action sur le racisme en copie pour demander au gouvernement de reconnaître officiellement le racisme systémique et d'élaborer une politique et un plan d'action de lutte au racisme systémique en consultation avec les communautés autochtones, noires et racisées. Je pense que ma collègue va être en mesure de partager le lien dans le chat. Donc voilà, sur ça, un énorme merci encore une fois à Melissa, à Caroline et à Amel d'avoir été avec nous et à vous tous et toutes pour votre participation active et dynamique lors de ce webinaire. Et on espère vous revoir d'ici quelques semaines pour notre prochain événement. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci à l'équipe d'Amnesty, vraiment. Je veux souligner votre travail extraordinaire, Marissa, et tes 2 autres collègues avec toi.